Salam alaikum à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tashkila, le podcast même numéro 1 maintenant du sport tunisien, hein, ça y est, on peut l'affirmer. Aujourd'hui, j'ai un casting assez sympa à vous proposer les amis, on a Sofiane, Soso. Bonjour à tous ou bonsoir. D'ailleurs Soso, est-ce que ça va? Dernièrement, impeccable, ça va depuis le temps. Beau, gros soleil, tout le monde font des barbecues. En ce moment, il fait très très beau en France, c'est vrai. Ça va. Ça va comme tu veux. En particulier dans le sud. D'accord. Bah là, on va traverser la Méditerranée. On va aller voir Walid et Zied. Walid, ça va? Bonsoir tout le monde, ça va, écoute super bien. Ouais, depuis le temps, ça va? Ouais, toujours optimiste pour la suite. J'attends impatiemment de reprendre le sport. D'accord, un peu comme ici en France pour les zones orange, parce que moi je suis encore en zone orange et les salles de sport sont pas encore ouvertes aussi. On va attendre encore un peu. Ok, et Zied? Bonsoir à tous. Ça va très bien. Je dois reprendre le sport moi aussi. J'ai eu 5 kilos à peu près de. Bon, ça va, 5 kilos, ça se rattrape assez rapidement. Non. En fait, moi, quand je prends 5 kilos, ça a l'air de 25. Donc voilà. Ah, d'accord. Les salles doivent prendre. Zied, t'abuses un peu sur la shakshouk un peu quand même. Pardon. La shakshouk, elle est un peu. Oui, voilà. T'abuses un peu sur la shakshouk un peu quand même. Mais avec le la confinement, shakshouk, elle est parfois un peu dangereuse, les frères. Elle est un peu dangereuse des fois, la shakshouk. Non, en fait, avec le confinement, on n'a plus la notion du temps. Donc tu manges à 4h du matin et tu crois que c'est 18h. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Et on a un invité exceptionnel, c'est sa première avec nous. Vous le connaissez très certainement. Faites du bruit, messieurs. Ouais, faites du bruit. Make a noise. Donc, vous le connaissez sûrement sur Twitter, le numéro 1, le troll numéro 1 sur le sport tunisien et en particulier sur le football. The Grit sur Twitter est avec nous. Je peux dire ton prénom, Applaudissements, Karim. Tu veux, vas-y. Voilà, salam alaikum, bienvenue Karim. Merci beaucoup, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de problème. Ouais, Plaisir partagé, sois le bienvenu avec nous. Ensuite, pour commencer, on a planté le décor, on est parti. Alors, le menu de ce soir, de cet épisode, j'arrête pas de dire ce soir, c'est cet épisode. Bon. Le dernier communiqué du club africain, je vais laisser Sofiane en parler parce que voilà, lui il maîtrise le sujet. On parlait de la situation de certains joueurs de l'Étoile comme Ben Amor, L'Arabi et d'autres joueurs que Karim pourrait nous parler vu que c'est un grand supporter de l'Étoile. L'affaire du Wydad, très rapidement, on sait qu'il y a une procédure judiciaire qui est en cours par rapport à la finale de la Champions League de l'année dernière entre l'Espérance et le Wydad et l'affaire de la VAR qui ne fonctionnait pas. Le cas de Wabi Kazri, on va aller en France, du côté de Saint-Étienne, qui est en partance de Saint-Étienne et l'absence de joueurs tunisiens dans le trophée Marc-Vivien Foé. Je rappelle rapidement, le trophée, c'est le meilleur joueur africain qui évolue en France. Voilà. En honneur à Marc-Vivien Foé qui est une crise cardiaque. Exactement. En 2003. Paix à son âme. Paix à son âme, ouais. Exactement. Et le retour du championnat turc qui arrive très très prochainement, normalement pour le 12 juin. Voilà, avec nos Tunisiens, Adedi, Ben Youssef, Meria, Talbi, etc. On essaiera de faire un petit, un petit retour pour le retour du championnat turc. On est parti sur le communiqué du club africain qui en ce moment est sous les feux des projecteurs, qui multiplie les réunions, les idées, etc., qui essaie de trouver plusieurs solutions au niveau administratif, financier, et qui essaie de régler autant de litiges qu'ils ont, qui subissent. Mon ami Sofiane, je te laisse la parole sur le club africain et après vous pouvez débattre entre vous, Walid, Karim et Zied sur le club africain, rapidement. Alors, je te remercie déjà, Khaled. Donc du coup, sur le dernier communiqué du club africain, il y est stipulé que les rapports financiers de toutes les saisons à partir de la saison 2014-2015, donc la saison du titre, du dernier titre de champion du club africain à la saison actuelle vont être communiqués. Donc tous les audits financiers, tous les rapports financiers de transfert, de salaire, de vente de joueurs, de sponsoring, etc. et tout le tralala.
Ensuite, il est stipulé comme quoi il y aurait il y aurait des cartes d'adhésion qui vont être vendues, on va dire, aux supporters pour justement pour leur permettre de voter justement lors de l'Assemblée générale extraordinaire qui va avoir lieu cet été. Et dis-moi, c'est quoi les conditions pour avoir cette carte d'adhésion? C'est quoi? Faut juste payer ou c'est des supporters un peu historiques du club? Non, faut juste payer. Juste payer, d'accord. Donc tu payes le droit de voter. C'est ça. D'accord. C'est ça. Pour justement voilà voter pour le futur président du club. C'est la première fois que c'est mis en place cette procédure, Sofiane? Alors non, en fait avant, historiquement, en fait, il y avait 300 personnes. D'accord. Anciens dirigeants, joueurs. Ouais, plus d'anciens dirigeants il y a des gens qui gravitent autour du club qui avaient justement cette compétence-là de pouvoir voter, ce droit-là de voter pour le futur président du club. Il s'avère que ce système-là a montré ses limites, car à vrai dire, je pense que les autres seront d'accord avec moi, c'est que ça mettait en avant plus du copinage que de la compétence. Je m'explique. Abdeslam Younsi, donc le président actuel, il a été élu l'année dernière, l'été 2018, pardon. Il a été élu lors de l'été. Mais parce qu'il avait, il avait les bonnes faveurs d'une majorité, on va dire, d'anciens dirigeants. Voilà. Ce n'est pas sur ses compétences qu'on l'a élu président du CA. D'accord. C'est parce qu'il avait la bonne faveur de un tel et un tel. Là, ce qui va se passer, je pense que le problème, c'est que le club africain est un club qui est très populaire, d'accord, que ce soit en Tunisie ou hors Tunisie, à travers la diaspora tunisienne. Même, bon, après, il y a aussi des gens qui ne sont pas tunisiens, qui suivent un peu l'actu du club africain. Bon, voilà, on va plus se concentrer sur les gens du pays et les gens qui sont dans la diaspora. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, même s'il y a des gens même s'il y a 100 000 personnes qui achètent leur carte, etc., ça ne sera pas représentatif du nombre de supporters du club africain à travers le pays. Excusez-moi, messieurs, mais quand on voit le nombre de supporters qu'il y a du club africain dans le pays, je suis prêt à parier qu'on a 4 millions de supporters. Je suis prêt à parier, vu la popularité du club dans le sud et dans toutes les régions, que ce soit du centre, de l'ouest, etc., même dans le Sahel et même à Sfax, on a des supporters du club africain. Voilà. Donc, je pense pas que ça va être représentatif, justement, le nombre d'adhérents et de votants vont être représentatifs de tous ces gens-là. Ensuite, moi, ce que je vois, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ces mesures-là, elles auraient été prises en 2015, ça aurait été cool, ça aurait été bien, d'accord? Parce qu'on aurait pu anticiper sur quelque chose. On aurait pu anticiper, justement, faire une sorte d'accalmie, en fait, des choses qui nous aurait permis, justement, d'éviter de racheter des joueurs, de ne pas payer des joueurs, d'avoir des litiges contre la FIFA, etc. Au jour d'aujourd'hui, moi, je pense que je reste sur ma position. Le CA se doit de ne plus recruter de joueurs. D'accord. Je pense qu'on est tous d'accord. Et je tiens juste à préciser, et j'aimerais avoir vos amis sur une déclaration qui, personnellement, m'a fait bondir, en fait, quand j'ai vu ça. Donc, le joueur du club athlétique Bizertin, le défenseur Wissem Bousnine, donc que vous connaissez tous, bien entendu, a annoncé qu'on connaît la situation du CAB. Donc, les joueurs ne sont pas payés depuis des mois, il y a beaucoup de problèmes extrasportifs et un problème en interne au club, a déclaré comme quoi il appréciait beaucoup le coach du club africain, Nassar Bedridi, et que grosso modo, il aurait envie de venir au club africain. J'ai envie de dire, au jour d'aujourd'hui, le CA, il n'a pas besoin de recrues, quoi. C'est-à-dire que le but du CA, financièrement, ce n'est pas de rajouter un contrat en plus, d'accord? Parce que ce contrat-là, il ne sera pas payé, d'accord? Donc, si notre ami Wissem Bousnine veut venir au club africain, ben attends-toi à ne pas recevoir tes salaires, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai vu l'info, ouais. Voilà, donc moi je suis... Qui voulait absolument venir au club africain, ça m'a fait aussi rigoler un peu. Voilà, je suis désolé d'être peu courtois, on va dire, en
dans cet avis-là tranché. Mais les amis, au jour d'aujourd'hui, le club africain ne doit plus recruter. Ne doit plus recruter. Le club africain a son centre de formation, le club africain a sa pépinière, comme disaient les gens, comme diraient les gens dans les années 70-80, a son vivier. Au jour d'aujourd'hui, il faut compter sur ces jeunes-là. Je suis désolé, il y a des jeunes qui sont recruteurs. Ce n'est pas grave. Le club, je pense, j'ai confiance en la force sportive du CA. Et je pense que même si le club africain aligne des jeunes alignés avec 2-3 éléments expérimentés qu'il y a dans l'effectif au jour d'aujourd'hui, le club africain ne sera pas plus, ira moins, enfin, sera plus bas au classement que la 5e place. Voilà. Donc ce n'est pas catastrophique de booster les jeunes et de justement pendant 5 ans, ne plus recruter et mettre en place une politique, on va dire, basée sur les jeunes et mettre en place une politique de salaire qui est à la baisse. Voilà. Après, Sofiane, cette actu m'a interpellé également. Moi, ce qui me frappe, hormis cette déclaration du joueur, et peut-être aussi le contexte, c'est que c'est vrai, aujourd'hui, le club africain se doit, de toute façon, il n'y a pas trop le choix suite à l'interdiction de recrutement, de compter sur ses propres enfants. Si on revient en arrière et on regarde ce qu'a fait l'Asad Dridi, en ayant des joueurs, en travaillant dans une ambiance insoutenable, ça relève presque de l'exploit. Maintenant, je me dis, on en a déjà parlé, ouais. Est-ce que les choses peuvent continuer comme ça? Je sais pas, parce qu'il y a vraiment une limite à ça. Indéfiniment, non, Walid. Indéfiniment, non. Tu vas pas travailler sereinement comme ça sur plusieurs saisons, c'est pas possible. La preuve à un moment, donc on a vu que Drid était pris à partie par une partie du public, et ça c'est complètement illogique pour moi parce que le mec, ce qu'il a fait, c'est vraiment, ça relève presque du miracle. Mais derrière, s'il n'y a pas justement une restructuration totale du club, t'as beau avoir les meilleurs jeunes, la meilleure bonne volonté du monde, les choses ne progresseront pas. Mais Walid, pour rajouter à tes propos certains éléments, moi je pense, en tout cas moi de ce que j'ai vu, Walid, quand je suis en Tunisie, vu que je suis beaucoup aussi des jeunes du CA, ouais. Même dans la sélection jeune, c'est pas, on n'a pas besoin de suivre le CA. Je le confirme. On peut regarder les sélections de jeunes et on verra. C'est un scout, Sofiane. Oui, exactement. Ouais. Un scout qui n'est pas payé, là. Donc, c'est pour le plaisir. qui fait ça par passion. Voilà. Ça commence toujours comme ça. Après, pourquoi pas un jour. C'est vrai. Ouais. Donc, du coup, pour revenir au CA, du coup, il y a quand même toujours 3-4 éléments qui sont amenés en sélection jeune, dans toutes les catégories. Donc, je pense que, quand même, ok, il peut avoir certains éléments qui ne réussissent pas et qui ne répondent pas aux exigences du football professionnel ou du niveau de la LP1, mais quand même, je pense que il y a dans chaque génération, il y a au moins 3-4 gars qui, à mon sens, à terme, peuvent devenir des bons joueurs. Je dis bien des bons joueurs. Je n'ai pas dit des très bons joueurs ou des têtes d'affiche d'LP1, mais des bons joueurs, des joueurs d'expérience en LP1. Je pense que, voilà, si on regarde le nombre de joueurs qui ont quitté le CA après une première année pro ou qui n'ont même pas eu leur chance en équipe première, il y en a énormément dans tous les clubs d'LP1 au jour d'aujourd'hui. Et je pense que vous me confirmerez, un gars comme Alaeddin Marzouk qui joue au CSS, qui est formé au club africain, il a sa place dans l'effectif du club africain. Il a sa place titulaire même au club africain au jour d'aujourd'hui. Et c'est un gars qui a une grosse expérience au CSS, qui a fait un très bon passage au Stade tunisien. Donc, je pense que, ok, des jeunes, un jour ou l'autre, au bout de 4-5 ans, vont demander un plus gros salaire. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est au club africain de pouvoir les vendre aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais 4-5 ans avec une génération, après tu la vends. Tu vends ces joueurs. C'est tout. Mais tu fais en sorte que ces gens soient dans des conditions optimales pour la réussite. Or, les dirigeants qu'on a à l'heure actuelle, qu'a le club africain à l'heure actuelle, ne sont pas des dirigeants qui veulent tirer la quintessence de l'effectif. Voilà, c'est ça que je dis. On est d'accord. Après, je lance, si tu permets, Khaled. Vas-y. On lance un tout petit quiz. C'est qui le papa de Bousnina, le défenseur du CAB? C'est un ancien joueur de Hammam Lemf et joueur de l'Espérance, c'est ça, non?
Je me rappelle pas. Je sais pas. Oui, prénom. Je demande en gauche. Hossein. Non. Ah, j'ai oublié son prénom. Zied, tu l'as normalement. J'ai oublié le prénom, je l'ai oublié complètement. Mais... Finale Champions League contre Zemel 94. Qui joue? Je l'ai sur la langue là, je le trouve pas. ça arrive des fois qu'on bug aussi. Hein. Vas-y Walid. Nordin Bousnine. Nordin. Désolé pour les auditeurs. Désolé, c'est la honte. Karim, tu l'avais? Non, moi absolument pas. Moi, c'est un autre temps pour moi. Ça. Ah oui, c'est vrai, toi t'es jeune, on l'avait. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui The Great, en fait, il a pensé à Bousnine, celui du handball. Exactement. Exactement. Et ben c'est exactement ça. Voilà. D'ailleurs, Karim, donne-nous ton avis global sur le club africain, un peu, vu qu'on t'a pas entendu dans les différents podcasts, ce qui se passe un peu, quel sentiment ça te donne un petit peu la situation? Déjà, évidemment, c'est une situation très triste pour le club et pour les supporters, surtout. Ouais, exactement. Ouais. Pour revenir rapidement, sur ça, on a l'impression que c'est une situation un peu qui existe depuis plusieurs années maintenant. On voit pas trop le bout du tunnel. Ouais. Donc, on va voir ce qui se passe maintenant avec la prochaine assemblée générale. Pour revenir rapidement à cette histoire de Bousnine, justement, moi je pense surtout que c'est plus une com maladroite du joueur qu'autre chose. Je pense qu'il avait surtout envie d'exprimer ses envies de départ. Après, à mon avis, il sait bien que c'est pas au club africain qui va plus avoir des garanties de salaire qu'au CAB, quoi. C'est clair, on est d'accord. Mais bon, juste pour revenir sur le communiqué rapidement. Ouais. Pour moi, c'est déjà ce qui fait du bien, c'est de voir un peu qu'il y a plus cette inertie qui s'était mis en place déjà depuis quelques semaines. Maintenant, on voyait les plaintes s'accumuler. Les inquiétudes s'accumulaient, les dirigeants faisaient un peu la sourde oreille. Oui, ils étaient terrés dans leur maison. C'est ça. Et du coup, là, bon, même si c'est pas grand-chose, hein, mais au moins c'est peut-être un bon début qui met en place les prochaines échéances. Et pour moi, c'est ça le plus important. On va voir ce qui se passe après, c'est rien, mais au moins c'est un bon début et ça s'inscrit aussi dans le fait que récemment, il y a eu la situation de Bassirou Compaoré notamment qui a été résolue. Ouais, c'est vrai. Il faut le noter. C'est vrai, t'as raison. Donc bon, c'est peut-être pas. Karim, je te coupe. Mais sur Bassirou, je tiens juste à préciser une chose. Hein. Sur Bassirou, c'est parce que c'est un des seuls joueurs bankable de l'effectif. Exactement. C'est vrai. Et Younsi, c'est très bien que si que si Bassirou décide du jour au lendemain de résilier son contrat et en fait, grosso modo, si Younsi n'a plus Bassirou à la bonne, quoi, en fait. Il perd un bon chèque. Un éventuel bon chèque. C'est le seul chèque qu'il peut gagner. Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'il s'est un peu bougé le popotin, pardonnez-moi d'être un peu l'expression. Non, vas-y. J'allais être un peu vulgaire, mais voilà. On est choqués, Sofiane. On a les réactions là sur les gens. Les gens commencent à envoyer des plaintes. Vas-y, Soso, vas-y. On va être censuré par Laïka. Je sens qu'on va être censuré par Laïka, les amis. Donc oui, donc du coup, c'est pour ça qu'il a été obligé justement de se bouger pour trouver les 40 000 et les infos. Oui, évidemment. Évidemment. Mais ça aurait été catastrophique si le joueur rompait son contrat unilatéralement. C'est une grosse catastrophe étant donné que c'est déjà au point de vue sportif. Donc c'est l'un des meilleurs joueurs et en plus d'un point de vue financier, c'est l'un des seuls joueurs qui peut rapporter des retombées financières. Même dans le groupe, Karim, je vais te dire quelque chose, c'est une des personnes qui parle peu, c'est pas un grave problème quoi dans le groupe quoi. C'est-à-dire que s'il commence à switcher, c'est-à-dire dans le sens, enfin un problème, dans le sens qu'il commence à semer un peu la zizanie et tout dans le groupe et tout par rapport à tout ça, ça va être ça sera compliqué pour Younsi d'avoir la main sur le peu qui lui reste du groupe quoi. Voilà. Ouais. D'accord, parfait. Zied, très rapidement, donne-moi un peu ton ressenti sur
sur les dernières news du club africain et on passe au prochain sujet ensuite. Alors, pour l'affaire Compaoré, c'est bien, c'est réglé. Donc, tant mieux pour le club. Pour tout le monde. Oui, ouais. oui. Mm-hmm. Et après, bon, pour ce Boussnine, là, je pense que le club africain n'a pas besoin de recruter aucun joueur parce que franchement, la situation, elle est un peu délicate. Donc, il faut continuer avec ce groupe-là. Il faut vendre des joueurs pour au moins faire rentrer un peu d'argent dans les caisses. Exactement. Oui, voilà. Donc après, pour acheter un joueur qui est, à mon humble avis, qui est un joueur très normal, ça vaut pas le coup, franchement, de l'acheter. Et puis son contrat, on sait pas combien il va être payé. Néanmoins, mais celui, comme a dit Sofiane. Je pense qu'il est au courant qu'il ne sera pas payé tout de suite. Donc voilà, il y a des joueurs qui n'ont pas été payés depuis 7 mois, 8 mois. Donc, oui, c'est vrai. Donc il n'y a aucune raison de recruter un joueur de plus. Voilà, c'est mon avis. Très bien, Zied. Très très bien. Tu as été rapide, tu as été clair. J'aime quand tu es comme ça. Voilà. Merci. Tant qu'il n'y a pas Boca Juniors, AC Milano, Flamengo, tout va bien. Ça va alors, ça va. Allez, on passe au prochain sujet, le sujet de l'étoile. Plusieurs joueurs, on a parlé très rapidement de Karim Larbi, l'Algérien, l'attaquant algérien qui est assez convoité, de Mohamed Amin Ben Armor, qui a une certaine cote et dont le club demande une grosse somme, 2 millions d'euros. C'est parti. Donc Karim, vu qu'on t'a en guest ce soir, dis-nous un peu ce que tu en penses un peu de la situation de ce club historique du Sahel. Bon, moi déjà, d'un point de vue en tant que supporter, j'ai un peu l'habitude de cette situation floue. On ne sait pas trop ce qui va se passer, l'instabilité, notamment au niveau des entraîneurs, des dirigeants. Donc ça, c'est pas, on va dire que c'est pas nouveau. D'ailleurs, avec la dernière démission de Karim Hagi, qui est parti. Oui, ça. Karim Hagi, son passage express, tu veux dire? C'est ça, exactement, c'est ça. À mon avis, c'était même plus express là, les gars. Carrément, il a allé au drive en fait, il a pris. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était un TGV en fait. C'est ça. Ouais. C'était rapide, hein. Excusez-moi. Malheureusement pour le CSS, parce que peut-être que ça aurait pu être un bon directeur sportif, vu toute l'expérience qu'il a eue et c'est dommage. Oui, ça on le saura jamais malheureusement. On le saura jamais, exactement, oui. Je pense que l'histoire de Albert Cartier qui voulait ramener aussi l'a discrédité un peu. On savait pas trop, ses explications étaient pas claires sur cet entraîneur. Il disait que c'était un entraîneur qui avait l'habitude de jouer avec le dispositif en 3-5-2, alors que c'est pas trop le cas. Les raisons qu'il a données étaient floues. Donc pour moi, ça a aussi discrédité Karim Hagi. Et apparemment, d'après lui, il n'a pas trouvé les conditions nécessaires au bon travail à l'Étoile, ce que je peux comprendre. Ouais, bien sûr. Donc bon, c'était son choix et ça ne fait que renforcer cette image d'amateurisme du club, malheureusement. Maintenant, pour revenir sur la situation floue de quelques joueurs, pour rappeler rapidement, le 9 mai dernier, il me semble que le vice-président du club a annoncé que des négos allaient être entamés avec les joueurs en fin de contrat, tout simplement. Donc Chiraoui, Mefne, Nijmel, Haneshi, Brigui et le grand Konaté. Quel joueur ce Konaté quand même? Grand joueur, très grand défenseur. Il a dit que l'Étoile souhaitait les conserver, du coup, en revoyant les conditions salariales à la baisse. En plus de ça, il y a du coup, Laribi, Ben Armor, qui sont sur le départ. Kishrida également, les rumeurs sur Brayou. Donc, avec tout ça, on a quasiment un 11 qui est incertain. Donc, ça renforce encore plus le flou. Tu rajoutes à ça le flou sur l'entraîneur. Ça fait beaucoup quand même. D'ailleurs, c'est pas l'Étoile qui a eu en un an 5 entraîneurs? Si, c'est exactement ça. Il y a eu Benzarti, Hamdi, Zoueri, Garrido. Ouais, c'est pas normal. Pour un club de ce standing-là, avoir autant d'entraîneurs, tu peux pas travailler sur du moyen terme. Tu peux rien faire. Construire quelque chose de solide, une cohésion d'équipe, c'est pas possible. Tu peux absolument rien faire. Tu peux rien faire. Parce qu'à chaque fois, il faut tout recommencer. Il faut remettre en place un schéma tactique, la confiance de certains joueurs, etc., etc. Donc,
C'est pas normal. Encore deux, trois. Déjà qu'en Europe, quand tu as 2 voire 3 entraîneurs dans la même saison, c'est exceptionnel. Alors si tu vas jusqu'à 5, c'est assez exceptionnel. Hein. Franchement, je comprends pas comment certains dirigeants travaillent en Tunisie. Hein. Je vise pas un club en particulier, mais je comprends pas en fait. D'ailleurs, il y a eu un classement dernièrement des pays qui virent le plus d'entraîneurs. On est les 2e mondiaux, quoi. C'est normal. Après la Bolivie. Après la Bolivie, on est le 2e pays depuis 2015. Exactement, depuis 2015, on est le pays qui vire le plus d'entraîneurs. Au moins, on est sur le podium de. Ouais. De quelque chose. Ouais. Dans le football, au moins, ça fait plaisir. Voyez le bon côté des choses. Non, mais ce classement, moi, interloqué parce que on traite beaucoup à Tashkila, on va dire, du football post-révolutionnaire, donc post-14 janvier, on va dire, entre guillemets. Et ça démontre en fait que déjà, à l'époque, avant le 14 janvier, il y avait une petite instabilité en Tunisie déjà, mais au niveau football bien sûr. Mais là, ça a carrément pris des proportions. On est sur des hautes sphères, quoi. C'est 2e mondial, quoi. On est quoi ? On est à 8 licenciements en moyenne par an, c'est ça ? Je crois que c'est ce que j'ai vu. C'est ça. 8,9 à peu près. Et moi, c'est incroyable. Les amis, incroyable. Si nos clubs auraient une puissance financière digne, je dirais même, allez, comme les clubs brésiliens, on va dire. Sur ça, on peut assumer justement ces licenciements et payer des indemnités. Je suis même pas sûr qu'ils les payent, les indemnités. Non, mais ils les payent pas. Voilà. Donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ouais, donc c'est un classement malheureusement qui fait pas une bonne publicité pour notre championnat. Mais bon, c'est comme ça. Zied, à toi sur le club, sur l'étoile. Alors pour l'étoile du Sahel, donc je pense que Ben Armour, il a retrouvé un peu la forme. L'étoile risque peut-être de ne pas jouer la Ligue des Champions l'année prochaine à cause du classement. Ouais. Donc je pense que Ben Armour, peut-être il va partir. Peut-être, je sais pas si Zegrit est d'accord avec moi. Je sais qu'il a une piste du FC Metz, c'est ça, hein, il a une piste FC Metz. Après, si l'étoile demande 2 millions, ça va être difficile, quoi. Ça va être très difficile de vendre un joueur qui a été blessé pendant longtemps. Donc, oui, il y a toujours les négociations. C'est 2 millions. Bon, c'est comme on fait comme dans n'importe quel bien sûr. On demande 100 millions d'euros pour un joueur qui vaut 30 millions, pas plus. Hein. Donc, c'est juste pour faire monter les enchères. Voilà, exactement. Donc, je pense personnellement, si l'étoile ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, ou du moins ne remporte pas peut-être un titre cette année ou bien l'année prochaine, je pense que cet été, ça sera bâclé pour Ben Armour. Ensuite, le défenseur... comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. Benayoud. Non, c'est comment il s'appelle, Sofiane? Barayou, voilà. Non, Barayou, c'est un milieu de terrain. C'est Kucherida. Kucherida, on a déjà parlé. Donc, j'ai oublié l'autre. Il n'y a pas un autre défenseur, l'axial, qui va. Boratas. Ah, Bogatas. Voilà. Bogatas, okay. voilà. Boratas, voilà, exactement. Boratas. Donc, apparemment, il y a un problème dans son contrat qui sera libre. On parle aussi de Barayou. Bon, je pense que Barayou va rester parce que c'est un enfant du club, donc il va peut-être jouer pour un an de plus. Et pour Laribi, par contre, je pense qu'il faut le vendre s'il y a une offre concrète, parce que personnellement, il ne m'a jamais convaincu comme étant un attaquant numéro 9. Ce n'est pas un joueur extraordinaire qui vaut vraiment la peine de le garder, ne pas le vendre. Hein. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est la meilleure des solutions. Il y a l'Ahli qui s'intéresse à lui, donc voilà, c'est une bonne opportunité pour lui et pour l'étoile. Et pour le SS, ouais, exactement. Oui, voilà, exactement. Donc après, bon, l'étoile, il y a des cadres aussi dans l'équipe. Il y a peut-être beaucoup de monde qui va quitter ce club pendant l'été, mais je pense il faut penser à une stratégie et vite fait, parce que le temps il passe très vite là. Le temps est compté. Oui, exactement. Voilà. Donc il faut vraiment chercher des solutions, adopter une stratégie. Est-ce qu'on va recruter? Est-ce qu'on va faire monter les jeunes? Donc voilà, je pense qu'on est le 31 mai et il reste un mois pour les négociations de contrat. Déjà, j'ai envie de dire, l'été, il va y avoir aucune négociation parce qu'il va y avoir le championnat qui reprend en août. Après, on va enchaîner avec de nouveaux championnats prochaine.
Donc déjà, ça va être mort. C'est-à-dire qu'il faut qu'il commence dès maintenant le travail en amont. Voilà, exactement. Il faut être bâclé dans 15 jours. Hein. Voilà. Enfin, sur les prolongements de contrat, etc. Oui, ça doit se faire avant je pense, avant le 20 juin au grand maximum. Voilà, donc ça va venir très très vite, quoi. Ouais, voilà. Walid ? Alors pour moi, je vais avoir un avis un peu différent. Pour moi, le mercato qui va rester, etc., pour moi, c'est anecdotique. Ce qui me frappe, c'est 2 points. Déjà, cette descente, cette descente en gamme, j'ai envie de dire, de l'Étoile, qui à un moment remportait la Champions League arabe face au grand Hilal saoudien. Il y avait Roger Lemaire, il y avait une vision moyen-long terme avec le projet d'agrandissement du stade. On voit que ça a démarré. Il y avait des conditions, des jeunes qui montaient. Tout d'un coup, du jour au lendemain, on se retrouve dans une situation où tu as déjà changé 5 fois d'entraîneur. Donc, je sais pas, cette dégringolade, moi, c'est vraiment très, très curieux et très grave pour l'avenir proche du club, qui risque de pas jouer les compétitions africaines si ça continue comme ça sur 2-3 ans. Et deuxième point, tout à l'heure, on parlait des entraîneurs, des changements de directeurs sportifs, directeurs techniques, des postes qui n'ont jamais fonctionné en Tunisie, sauf à des rares exceptions. Quand les choses sont bien tracées, les règles sont bien définies depuis le début, et tu as des gens qui respectent chacun leur périmètre. Et ça, c'est possible avec des gens comme Roger Lemaire seulement. À l'Étoile, il y a eu, je crois, Ahmed Mhazbi comme directeur sportif. Il y a eu Hakim Braham. Il reste un peu, ils partent, ils reviennent un peu. Jaziri, non? Jaziri, il était dirigeant, beaucoup de responsabilités, dirigeant. C'était plus direction, Jaziri. Ok. C'est ça. Après, je crois, on n'a pas aujourd'hui la culture de travailler déjà sur du moyen long terme. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment les gens sont évalués en Tunisie. Pour les entraîneurs, par exemple, qui évalue les entraîneurs et qui protège les entraîneurs de Facebook? Parce qu'on a vu le pauvre, par exemple, Mhamdi, comment il s'appelle? Rafiq Mhamdi. Il a essayé de faire de son mieux. Il commence les idées de jeu sont claires. Premier match nul, il est lynché. Moi, j'ai pas trouvé catastrophique avec l'Étoile sur des matchs qu'il a fait. Voilà. Il y avait une certaine logique. Il a fait ce qu'il a fallu le faire. Hein. Bah, franchement, il y avait pas grand-chose à s'attendre de lui quand même. The Great va peut-être nous donner le groupe, il est avis. connu. Il n'a même pas recruté personne. Donc, exact. Voilà, il n'y a rien à blâmer sur cet entraîneur. À noter que... Pardon, vas-y Walid. Désolé, vas-y, Zoguet. On tape pas tous les jours, donc on va pas Non, juste pour dire que Hamdi, c'était le seul qui s'inscrivait un peu dans la continuité de Roger Lemaire, un peu avec les mêmes principes. Et d'ailleurs, l'un de ses premiers matchs, il me semble que c'est la remontada en Ligue des Champions contre Ashanti Kotoko, il me semble, si je me trompe pas. Ashanti Kotoko, oui. C'est ça. Et du coup, là, c'était un défaite par 2 buts d'écart au Gadin et c'est ça. Et ensuite la Haribi qui qualifie l'Étoile. Et du coup après ce match, on a vu des joueurs comme Bouratas justement dire que c'était un peu le retour à des principes de jeu de Lemaire et que on s'est tous dit que ça allait reprendre comme l'an dernier, mais pas du tout en fait. Comme vous avez dit au premier match nul, tous les doutes ont refait surface. Et il a été viré. Mais Karim, il y a quelque chose que je trouve avec l'Étoile qui s'est répété au cours de cette décennie. C'est la venue de Lemaire. Je m'explique. Lemaire est venu une première fois quand tout allait mal à l'Étoile. Donc il y avait une crise financière, il me semble dans mes souvenirs, en 2000, quelle année? 2011, j'ai pas de souvenir exact. C'était en 2011. Il me semble que c'est un peu après 2011. Voilà, 2012, la saison, voilà, c'est dans ces eaux-là, entre 2013, donc voilà. C'est ça, ouais, exact. Il est venu à cette période-là, justement, où l'Étoile était en crise financière, n'arrivait plus à payer ses joueurs, n'arrivait pas à proposer un projet sportif pour les coachs tunisiens à ce moment-là. Donc il est venu, il a redressé la barre du club, et après on a vu que ça a permis à l'Étoile, justement, ça a amorcé, donc il a fait monter les jeunes. Donc ça a permis d'amorcer justement cette génération de Bouratas, de Neguez, de Hamza Rahmat, dont Benzarti profite ensuite. Voilà, mais exactement. Et je tiens juste à préciser, Benzarti, je n'ai rien contre ce coach, mais Benzarti a profité du travail de Roger Lemaire, en tout cas sur ce passage-là à l'Étoile.
Donc Benzal a tiré la quintessence du travail qu'a fait Roger Le Maire en amont, en remportant justement la Coupe de Tunisie contre le CSS, en remportant voilà, le championnat, la Coupe de la CAF. On connaît tous ce qui s'est passé par la suite. Sauf que là, le problème, je crois que l'après Le Maire, la logique était Rafik Mohamdi. C'était ça la logique, on va dire, des choses. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que l'Étoile, en faisant des matchs nuls et en n'étant pas patient, on va dire. Parce qu'on sait tous que les premières parties de championnat sont plus compliquées que les deuxièmes parties de championnat. D'accord? Ouais. Il y a des équipes en Tunisie, voilà, il y a des équipes en Tunisie qui font une première partie assez moyenne, et au club africain, je sais de quoi on parle, et la deuxième partie est en trombe, etc., parce qu'il y a plein de facteurs qui entrent en cause, et il y a plein de choses qui font que les équipes tournent mieux, justement, en seconde partie de saison. Et le problème, je pense quand même que l'Étoile, l'année dernière, Rafik Mohamdi est venu à une période où l'Étoile a quand même fait une première partie de saison assez compliquée, où ils étaient classés des fois 7e, 6e, bon, il y avait des matchs en retard, mais voilà, il y avait beaucoup de matchs nuls, je me rappelle en début de saison, l'année dernière, et la deuxième partie de saison, où l'Étoile a tenu son rang, a fait une très bonne seconde partie de saison. Et c'est dommage de ne pas laisser une personne qui a été belligérante dans ça, parce que Rafik Mohamdi était adjoint de Le Maire, qui était belligérant dans ça, à la tête du club, enfin, en tant que head coach. Je trouve cette décision de le virer parce qu'il a fait un match nul, etc., juste incompréhensible. Pour compléter, Sofiane, je suis entièrement d'accord, on est d'accord sur le sujet. Moi, je voyais carrément une analogie avec Moïse Chabeni. Démarrage un peu dans des conditions difficiles, remontada, comme tu disais, Karim, et un entraîneur jeune, ambitieux. On voit, il y a des méthodes, les entraînements se passent bien. Je crois qu'il y a Ahmed Benoun avec lui dans le staff. Et c'est très curieux comment les entraîneurs sont évalués en Tunisie. Moi, j'ai juste une petite parenthèse. Ahmed Benoun, sauf qui est dans la vidéo. J'ai oublié le terme exact, mais il s'occupe de tout ce qui est vidéo, etc. au sein de l'Étoile. Ahmed Benoun. Ouais, Ahmed Benoun. Ouais. La vidéo, c'était pas la supervision des équipes adverses, tout ça, c'était avec le maire, c'était Siliva. En tout cas, je suis pas sûr, peut-être Karim. Rida Jeddi, oui. Ça, c'était au premier passage de Le Maire, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et Ramneoul, c'était Mohamdi. L'adjoint, c'était Mohamdi, oui. Et après, quand Le Maire part, il me semble que Benoun est l'adjoint de Mohamdi. Okay. Mais je sais pas qui est à la vidéo, exactement. En tout cas, moi j'ai un petit exemple, je finirai là-dessus. Je cite l'exemple de Jürgen Klopp à Dortmund en 2014-2015. L'équipe fait une phase aller catastrophique, mais la pire phase aller depuis 30 ans. Et le club décide de se séparer, décide que l'année suivante, Klopp n'allait pas rester à Dortmund. Il y a les Anglais qui suivent Klopp depuis un petit moment, et ils ont des indicateurs. Ils appellent ça les expected points, les points attendus. Sur la base d'un modèle mathématique, je sais à peu près quel est le nombre de points réels que j'aurais pu faire et quel est le nombre de points attendus par rapport aux occasions que je crée. Parfois, je crée beaucoup d'occasions, mais je marque pas. Et parfois, je crée peu d'occasions, mais c'est un coup de pouce. Donc, dans le livre Big Data Foot, dans la traduction duquel a participé notre ami Ali Farhat de SoFoot. Ah oui, journaliste. Il décortique. Spécialiste livre, Bundesliga d'ailleurs. Exact, super livre. Et d'ailleurs, on peut même faire. Salue au passage. On le salue s'il nous écoute. Du coup, les expected points avaient démontré que le club avait réalisé 15 points, mais que réellement, il aurait pu réaliser 30 points. Et au lieu d'être classé 17e, le vrai classement du Borussia Dortmund aurait été 4e. Et ça change la donne complètement. Malheureusement, les dirigeants du Borussia n'ont pas été patients et Liverpool ont fait le bon choix en recrutant Jürgen Klopp. On le voit jusqu'à aujourd'hui. Et il est toujours suivi comme ça sur la base de data très précises par rapport au but réalisé, par rapport au but attendu. Donc, c'est des gens qui regardent, qui ont une vue d'ensemble. Ils vont pas te virer parce que tu as fait un match nul contre Cheb sans enlever le mérite de l'adversaire. Hein. Si tu fais une défaite en Champions League arabe ou Champions League africaine alors que tu as créé des occasions,
Pour moi, c'est le vrai problème aujourd'hui. Comment on évalue les entraîneurs en Tunisie et comment on les protège de Facebook et des attaques sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Ok, très bien, les amis. On va conclure sur ce chapitre-là de l'Étoile. De toute façon, on va en reparler dans d'autres podcasts, bien évidemment. Ça, c'est un club qui fait énormément parler en ce moment. On va passer tout de suite sur une affaire qui a éclaté un peu cette semaine avec le Wydad Casablanca. Sur l'affaire un petit peu, on est revenu sur l'affaire contre l'Espérance lors de la dernière finale de Champions League. Walid, vu que tu as préparé le sujet, je te laisse la parole et on peut en débattre très rapidement avant de passer à Wabi Kazri. Alors, c'est un sujet complexe qui a suscité beaucoup de réactions. En fait, on oublie parfois que le TAS est un tribunal. C'est pas une tribunal arbitral du sport. C'est un tribunal, donc il y a un juge qui va regarder des faits et qui va statuer sur des dossiers avec des faits très précis auxquels le grand public n'a pas accès. On n'a pas accès à tous les éléments qui sont dans le dossier, les vidéos, les preuves d'une partie ou d'une autre. Et Internet, comme disait, j'ai vu une citation, comme disait un grand avocat, Internet, c'est une poudrière juridique. Donc là, tout le monde va donner des avis en méconnaissance de cause. Donc moi, je vais pas donner un avis, je vais pas donner une opinion parce que j'ai pas accès. Déjà, je suis pas juriste et j'ai pas accès à tous les éléments. Mais on constate que quand même, cette histoire a un peu duré. Je sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, oui, elle a un peu trop duré même à mon goût. Aujourd'hui, ça fait un an jour pour jour, le 31 mai 2019, se jouait la finale. Et aujourd'hui, on est le 31 mai 2020. Et juridiquement, le dossier n'est pas encore clôturé, n'est pas clos. Ouais. On en est à la 8e procédure judiciaire. Hier, Maître Tweet il a été intervenu sur les ondes de la radio IFM. Il a un peu fait le topo de la situation. Donc, il y a 3 procédures TAS, 5 procédures CAF. Si on revient dans la chronologie très rapidement, donc le jour du match, on sait ce qui s'est passé. Le match avait été interrompu, donc il y a le président du Wydad qui descend. Les Marocains contestent le non-fonctionnement de la VAR, le but annulé, etc. Il se passe 85 minutes et entre-temps le Wydad n'a pas repris, donc l'arbitre déclare que le match est terminé. Donc le Wydad avait été parti sur la piste, le VAR ne fonctionnait pas, etc. Et à Paris se tenait une réunion du comité exécutif de la CAF qui a décidé de faire rejouer le match. L'Espérance fera appel auprès du TAS. Le TAS casse la décision de ce comité puisque ce comité n'est pas compétent, on va dire, n'a pas la compétence juridique pour refaire jouer le match. Donc cette décision a été cassée. Maintenant, pour moi, c'est le point pivot du dossier parce que le TAS, quand il a cassé la décision, il a donné aucune issue définitive. Il a renvoyé le dossier. Il a dit voilà, je renvoie le dossier à quelle instance? À la CAF? À la commission disciplinaire, oui, à la CAF. D'accord, ok. À la CAF, d'accord. À la CAF. Donc, à la CAF et à la CAS aussi. Donc, il a dit voilà, vous jugez maintenant. Donc, puisque l'organe compétent, c'est la commission de discipline. Donc, il a ouvert le TAS a demandé l'ouverture d'une instruction disciplinaire. Et il y a eu par la suite des décisions, donc des sanctions à l'encontre du président Hamdi El-Med, donc $20,000, des sanctions à l'encontre de l'Espérance pour usage abusif de fumigène, qui pour moi aurait pu provoquer une catastrophe. Oui. Mais bon, ça, je pense l'Espérance a donné des arguments à nos frères marocains pour appuyer le fait que la sécurité dans le stade était vraiment, c'était limite. Tu avais des fumigènes qui fusaient dans tous les sens. Moi, je me dis, la qadrallah, un fumigène qui atteint la tête de quelqu'un qui était sur le terrain. Ça peut faire des dégâts, ouais. Ça peut tuer carrément des gens sur le terrain. En tout cas, c'est pas le truc. Et cette commission disciplinaire décide de sanctionner le WAC suite à l'abandon, donc et d'attribuer les titres à l'Espérance. Sauf que la décision de cette commission disciplinaire est-elle aussi susceptible de faire l'appel d'un objet, encore une fois, de faire l'objet d'un appel devant le TAS. Donc légalement, le WAC
a le droit d'aller contester cette décision, encore une fois, auprès du tribunal arbitral du sport. La bonne nouvelle, c'est que c'est la dernière étape. Il n'y aura plus par la suite. Donc là, c'est la dernière étape, quoi qu'il arrive, parce qu'après, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, le dossier, il faut le clore et passer à autre chose, parce qu'on va pas rester 2-3 ans sur le même sujet, quoi. Exactement. D'autant plus que les gens qui ont suivi, on voit que l'Espérance entre-temps a joué la Coupe du Monde des clubs, que les récompenses financières avaient été versées, etc. Donc maintenant, la tournure qu'a pris le dossier, c'est le WAC dit aujourd'hui, non, on n'a pas abandonné. Ils disent, on était sur le terrain, il s'est passé un truc, il y avait du chahut, il y avait des gens qui sont rentrés sur le terrain. Hop, par la suite, l'arbitre a arrêté le match, mais nous, on n'a pas abandonné. Ça, c'est la version aujourd'hui du Wydad. Ce qui peut se passer, deux options. Encore une fois, je me réfère aux paroles de Maître Tweety. Deux choses peuvent se passer. Le TAS va dire soit le Wydad a abandonné, soit le Wydad n'a pas abandonné. Il n'y a pas d'autres issues possibles. Et c'est quoi les conséquences? Et c'est quoi la conséquence de du premier verdict? Alors, moi, je vais pas pouvoir m'avancer. Le premier verdict, je pense, le titre est confirmé à l'Espérance. Voilà, ça, je pense que c'est logique. La deuxième, moi, franchement, Qu'est-ce qui peut se passer si le TAS confirme le fait que Wydad ne s'est pas retiré du terrain? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, les primes de champion doivent à moitié ou... je sais pas. Il faut que le motif menace qui est mentionné maintenant soit confirmé par le juge. Alors que le rapport du match contient les termes insulte et non menace de la part du président Hamdi El-Med. Oui, apparemment, il a été... Oui. C'est ce qu'ils affirment du côté du WAC que le président il a été sanctionné sur la base d'insulte. Par contre, menace, ça n'apparaît pas sur le dossier. Sur les rapports. Et encore une fois, on n'a pas tous les éléments. Parce que même le ministère de l'Intérieur, d'après quelques échos, donc pour appuyer le dossier de l'Espérance, eux aussi, l'Espérance aussi va mettre aussi des vidéos, des preuves pour défendre sa position. Donc la dernière audience s'est faite par visioconférence. Contexte coronavirus oblige. Covid oblige. Mais maintenant, il faut faire attention à tout ce qui circule sur la toile, sur différents sites. Il y a des gens qui avancent des affirmations. Et tout ça, il faut faire très attention parce que dans le domaine juridique, il faut toujours se référer aux faits et non pas aux opinions. Exactement. D'ailleurs, en termes d'opinion, Walid, je pense que t'as fini. Oui, juste un dernier point pour les gens qui demandent par rapport au délai de prise de décision. Le TAS peut rendre le verdict demain lundi, 1er juin, comme ça peut tomber dans 3 mois. Donc 3 mois maximum? Maximum 3 mois. D'accord. Donc ça peut on n'est plus à 3 mois après, mais il n'y a pas de souci. Non, mais voilà, c'est quoi? C'est juin, juillet, donc fin août. Soit maintenant, soit fin août. Voilà, entre-temps, ça peut tomber à tout moment. D'accord, très bien. Karim, vu que t'es notre invité exceptionnel, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? De cette affaire un peu qui traîne en long, ça fait 12 mois que tout ça traîne. Ouais, effectivement. Déjà, merci Walid d'avoir rappelé tout l'historique entre guillemets, déjà le comité exécutif qui a été désavoué, etc. C'est un peu un sketch entre guillemets. Ouais. Mais moi, ce que j'ai du mal à comprendre maintenant, c'est la dernière position de WAC, disant qu'ils se sont pas retirés, qu'ils voulaient continuer le match, que leur volonté était de reprendre. Rien que pour les téléspectateurs, c'est un peu, c'est évident que c'était pas le cas, quoi. Bien sûr. Je pense ils essaient de se défendre comme ils peuvent, ils veulent aller au bout de ce qu'ils ont commencé, tout simplement, mais à mon avis, c'est difficile de voir le test leur donner raison, quoi, tout simplement. Je pense que cette affaire sera réglée dans 3 mois max et qu'on n'en reparlera plus. Et comme vous avez dit, la Coupe du Monde des clubs a été jouée, l'argent a été encaissé et dépensé, donc pour moi, c'est juste le WAC qui essaie de tenter ses dernières cartouches, mais bon, ça... C'est après psychologique, quoi. Mais après, qu'espère en fait, moi, ce qui me fait, qui m'intrigue dans cette affaire, qu'espère le WAC en fait? Qu'est-ce qu'ils espèrent derrière? C'est quoi une
une compensation financière ou en fait, j'arrive pas à comprendre en fait leur démarche. C'est quoi leur démarche? Je pense que comme disait Karim, le WAC aujourd'hui, il joue un peu sur l'image pour dire. Donc c'est un peu sur l'image en fait qu'ils veulent juste. En fait, c'est par rapport à l'image du club. L'image du club, nous, voilà. En fait, le staff et le WAC en général sont sur un sentiment d'injustice sportive subie au Stade de Rhodes. Et ça, c'est compréhensible. Oui, je peux comprendre, bien sûr. Voilà. Bien sûr, je peux comprendre qu'ils ont le sentiment qu'on les a peut-être volés. Moi, je pense pas, parce que voilà, mais bon, ça c'est mon opinion. Parce que moi, j'étais avec un ami marocain, on tweetait pendant le match, je lui avais dit, il faut absolument que vos joueurs reprennent le match, parce que même si c'est vrai que le but était validé, ça je le conteste pas. L'égalisation du WAC, elle était valide. Le joueur n'était pas hors jeu, il n'y a pas de problème. Mais combien de fois on a vu dans des matchs de foot où des hors-jeux n'ont pas été sifflés, où les buts ont été accordés? Ça, on l'a vu 1 milliard de fois, ce sera pas la dernière fois. Mais si à chaque fois il y a une injustice par rapport à un hors-jeu et que le joueur s'arrête, on va plus s'en sortir. On pourra pas s'en sortir comme ça. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule, désolé. Non, je te rejoins. Après, si on va si on regarde de plus loin, même au match aller, il y a des décisions favorables et d'autres décisions défavorables pour l'un et l'autre, l'une et l'autre de deux parties. Moi, mon point de vue, ça reste après une opinion, c'est que le Wydad souhaite absolument continuer dans cette démarche pour dire voilà, en termes d'image, nous on renforce justement cette image de la position de départ, on va rester dessus et on va continuer. Et après, la loi donne à chacune des deux parties les moyens juridiques pour entamer des procédures. Après, c'est légitime. On peut pas dire que le Wydad n'a pas le droit de faire ça. Après, de toute façon, vas-y. Après, juste pour finir, il y a l'avocat d'Espérance, Maître Ali Abbès, qui est passé à RMC, je crois. C'est lui, je crois. Il y a un avocat qui est passé sur RMC en France. C'est Tweety, ça, je crois. Ah, c'est Tweety, exactement. Voilà. C'est Tweety, je crois. Ouais, moi aussi, je pense que c'est Tweety. Ouais. En tout cas, Tweety, il est plutôt pragmatique. On lui a posé la question, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Moi, il a répondu, moi, je ne connais ni l'optimisme ni le pessimisme. Je connais les faits. Par contre, Maître Ali Abbès s'est montré confiant et s'est montré rassurant en disant que la coupe restera en Tunisie. Bien sûr. Très bien. De toute façon, je pense qu'on en reparlera encore dans les prochains podcasts de cette actualité, de cette affaire quand elle aura été conclue. Zied, rapidement ton avis sur le sujet. Alors, juste pour parler de l'histoire du VAR et tout, donc l'année dernière, j'étais envoyé spécial au stade, donc j'ai même... Toi, t'as tout vu, t'as tout vécu. Oui, voilà, exactement, j'ai tout vu et j'ai tout entendu, du moins avant le début du match. Donc ton témoignage, ton témoignage, il est indispensable. Oui, bien sûr, j'ai écrit un tweet même à 20h15, très précisément, et vous pouvez vérifier mon compte Twitter. Non, il n'y a pas de problème, on te croit. Oui, que j'ai entendu deux agents. On te croit, Zied. On te croit. Merci. Zied, il a témoigné devant le juge Otas. Il était Otas. Pas autant. Il a dit, Orsi Mobellah al-Azim, je vais dire la vérité. Oui, voilà, exactement. Surtout sur la Bible, sur le Torah, sur le Coran. Tout. Bon, bref. Donc, j'ai entendu deux agents de la CAF qui ont dit que la VAR n'était pas fonctionnelle. C'était 2 heures avant début du match. beIN Sport France et beIN Sport maintenant ont annoncé aussi que la VAR n'était pas fonctionnelle. C'était peut-être à 21h, 1 heure avant le coup d'enfant, 1h30 à peu près. Donc voilà, je pense que les joueurs, tout le monde était au courant que la VAR ne fonctionnait pas. Après, bon, on peut dire que le but a été refusé, c'est un but correct, mais bon, ça ne donne, ce n'est pas un argument d'arrêter, de refuser. Pardon. Voilà. Après, bon, le Wydad, je pense qu'ils font juste une pression sur la CAF indirectement, c'est-à-dire qu'on a 2 équipes marocaines qui jouent les demi-finales, 2 équipes égyptiennes aussi, pour dire qu'on est là, ça doit reprendre cette compétition, on doit la gagner coûte que coûte. Bon, c'est dans leur tête, bien sûr, je ne suis pas un Marocain non plus. Oui, c'est leur objectif. Voilà, leur exactement, c'est juste en position de force pour dire il faut continuer la compétition et il faut que... Bon, après, je m'attends à rien, franchement,
de la part de la TAS, parce que, comme a dit Walid, le titre a été accordé, la Coupe du Monde des clubs a été jouée, même les bénéfices ont été versés. Donc voilà, il y a absolument, je pense que personnellement, c'est un avis d'amateur, on va dire, entre guillemets. Je pense qu'il va rien se passer. C'est juste du blablabla, c'est juste pour faire une petite pression et pour montrer que le Wydad est là et juste une position, pour prendre une position de force, c'est tout. Hein. Pas plus. Parfait, Zied. Sofiane, rapidement, et on passe sur le cas Wahbi Khazri. Non, j'ai rien à dire sur cette affaire. Franchement, je suis un peu ça fait un an. Ça fait un an, ok. On passe à autre chose. Et ben, d'ailleurs, on va passer tout de suite à Wahbi Khazri, qui est à Saint-Etienne, qui est un peu en position un petit peu en partance, vu que le joueur du PSG, Aouchiche, le jeune Aouchiche, a passé apparemment ses examens médicaux du côté de Saint-Etienne, qui pourrait peut-être précipiter le départ de Wahbi Khazri, qui profite d'un gros salaire, un des joueurs les plus payés dans l'équipe stéphanoise. Qu'est-ce que vous en pensez un peu? Je vais commencer par Sofiane, ensuite on enchaînera avec d'autres. Sur le cas Wahbi Khazri. Aouchiche, c'est au PSG? Oui, Aouchiche, il est au PSG. En plus, il est de ma ville, en plus. Ok. La ville où je vis actuellement. Ville de talent. On cessera de le répéter à chaque podcast que Bondy est une... Non, pas de Bondy. Il vient du 7-7, il vient de Mitry. Voilà. La ville où tu habites, il y a du talent, de toute façon, Khaled. Voilà. Où que j'aille, il y a du talent. Là, je rigole. C'est toi qui apporte tout ça. Non. Sur Wahbi, je pense déjà pour moi, Wahbi, je parle physiquement. Wahbi, depuis 2018, pour moi, il n'a pas eu de vacances. Je le dis, je le répète, il n'a pas eu il a enchaîné la Coupe du Monde, il a enchaîné la CAN. Cette année, il y a eu le Covid, etc. Voilà, il n'a pas fait de réelle prépa avec les autres, il n'a pas eu de jours de repos. Enfin, il a eu des petites vacances, bien entendu. Mais il a quand même fait un nombre de matchs assez conséquent. Ok. Aujourd'hui, il sort de 2 bonnes saisons, on va dire en Ligue 1, que ça soit par le passé avec Rennes et là avec Saint-Étienne. Sauf ces derniers temps, j'ai l'impression que voilà, il accuse un peu le coup. Ouais, il est un peu dans le creux de la vague, c'est vrai. Surtout après, j'ai envie de te dire, même Saint-Etienne est au creux de la vague en ce moment. Oui. Toute après, l'équipe un peu. Et Wahbi, malheureusement, ne dérange pas la règle. C'est pas propre qu'à notre ami Wahbi. Après, ce qui se passe, c'est que je pense que c'est pas un problème personnel, c'est un problème collectif. C'est pas un problème personnel, c'est un problème collectif pour moi. Bon, toi, Khaled, tu regardes beaucoup Saint-Étienne cette saison. On va dire ça, ouais. Avec Puel. Je suis plus Paris, mais je garde toujours un œil sur nos Tunisiens, bien évidemment. Bien sûr. Mais avec Puel, ça tourne moins bien qu'avec. Ah non, mais ça c'est clair. Avec Printemps, c'était une relation père-fils. Voilà. D'ailleurs, c'est à cause de Printemps qu'il signe à Saint-Etienne. Pas Printemps, pardon. Gassé, merci, excuse-moi. Pardon, Gassé. Ouais, donc Janou Gassé, ouais. Mais Printemps aussi dans un rapport un peu Gassé, c'est-à-dire père-fils avec ses joueurs aussi. Hein. Donc, exactement. D'où le lapsus. Mais c'est vrai qu'avec Gassé, c'était quelque chose. Il y avait un vrai relationnel entre eux. C'est-à-dire que Gassé voulait Wahbi. Gassé a fait le forcing d'ailleurs. Enfin, vraiment, c'était sa priorité numéro 1. A fait le forcing pour l'avoir et il sait comment manager, entraîner. Je dis pas que Puel ne sait pas le faire, bien entendu, je n'avance pas ça. Juste que les méthodes de Puel sont totalement différentes de celles de Jean-Louis Gasset. C'est ça que je dis. Après, il a quel âge Wahbi là aujourd'hui? C'est un 91, c'est ça? Donc il a 29. Wahbi. Pardon, 29, 30, c'est ça à peu près? Ouais, c'est ça. Donc, il a encore le niveau. Il a encore le niveau pour être en Ligue. Mais moi, j'aimerais bien le voir en Espagne. 29 ans, voilà. J'aimerais bien le voir en Espagne parce que déjà, quand il est à Bordeaux... il y a des pistes à Grenade, c'est ça? C'est Grenade, j'ai vu. C'est ça. Grenade, je pense que moi, je te rejoins sur le fait que je pense que le championnat espagnol, ce serait bien. La Liga, donc moi, déjà après, quand il a quitté Bordeaux, pour moi, ça m'a un peu étonné qu'il aille en Angleterre, en particulier à Sunderland. Mais bon, c'était l'époque, c'est une petite période...
ces 2-3 ans là en Ligue 1 où tous les clubs de Ligue 1 vendaient en Angleterre. Ouais, c'est vrai. Je vous laisse revoir les résumés au match de Newcastle d'Alan Pardew. Donc, les amateurs de foot anglais de Première Ligue sauront de quoi je parle. Et c'est vrai que j'aurais aimé le voir en Espagne. J'aurais aimé le voir dans un club comme le Betis Séville, dans un club comme le FC Séville. Même un club comme la Real Sociedad, ça m'aurait fait kiffer de le voir là-bas. Bon, pourquoi pas, Sociedad, t'as aussi le Levante qui est pas mal, Villarreal. Sont des clubs qui jouent au ballon. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc j'aurais aimé le voir là-bas et je pense que sa carrière aurait été tout autre en Liga. Et ça, j'en suis persuadé. Après, il a fait des bonnes saisons en Liga non plus. Faut pas cracher dans la soupe. Kazri a performé avec Rennes, était l'un des meilleurs joueurs du championnat. Bien entendu, mais pour moi, la Liga reste largement. Oui, ça, on est tous d'accord que la Liga est supérieure à la Ligue 1. Ça, on est tous d'accord. Et je pense à l'intérêt de la sélection avant. Je pense bien que évidemment, si on a un joueur qui est notre leader, faut dire la vérité, c'est notre 10, il a le numéro 10 dans le dos en tout cas, et c'est notre leader en attaque, qui aurait engrangé de l'expérience en Liga. Je pense qu'il aurait, dans les moments décisifs en sélection ces 2 dernières années, il aurait pu être plus clutch, comme on dit en NBA. Voilà. Après les 2 dernières années avec nous en équipe nationale, il a été là dans des moments clés. Non, mais il fait des très bons matchs. Il a marqué des buts qui étaient importants pour nous. Faut pas l'oublier. Bien sûr, bien entendu. D'ailleurs, c'est notre leader. Sur les petits détails, je pense que s'il sera là en Liga, je pense que au jour d'aujourd'hui, je te parle à l'époque de Bordeaux, je te parle pas aujourd'hui. Oui. S'il sera là en Liga à l'époque de Bordeaux, et il aurait accroché des bons clubs de Liga, et j'en suis persuadé qu'il aurait fait. Après, à l'époque, je crois que Sofiane, la Liga, financièrement, n'était pas au top, je crois, financièrement. Ils étaient dans le creux de la vague, eux aussi. Arrête, 2013, ils étaient au top, gros, arrête. Non, je parle des clubs au niveau financier, en termes de salaire, etc. Quand il part à Sunderland, c'est là où les droits télé explosent en Angleterre. C'est la première année où il y a les gros droits télé. Voilà, c'est pour ça que oui, voilà. Mais en termes de compétitivité, je pense en termes de sportivement parlant, je crois que la Liga était supérieure à la PL à ce moment-là. Ça, on est tous d'accord. Et j'aurais aimé le voir ça pour justement qu'il aurait pu permettre à terme de justement dans les moments clutch, quand je parle des moments clutch, je parle de la demi-finale contre le Sénégal, où j'aurais bien aimé voir Wabi, qui je trouve a été un petit timoré, je trouve qu'il était bouilli. Est-ce que tu penses qu'il aurait dû tirer le penalty contre le Sénégal en demi-finale? Alors là, tu sais quoi? Absolument. Non, parce que non, mais il n'y a pas de problème, Ziyed. Non, parce que je pose cette question-là parce que Karim, The Great, a sa bannière Twitter avec ce fameux penalty de Sassi qui rate contre le Sénégal. Ah, mais ça, c'est grand moment, ça. C'est le meilleur moment de ma vie, ça. C'est le meilleur, d'accord. C'est du troll, Je voulais juste parler d'un truc en évoquant le penalty. Donc, j'ai été au stade contre le Sénégal et j'ai annoncé que le penalty allait être raté par Ferjani Sessi. Franchement, si moi je suis un supporter et je sais très bien où il va tirer et qu'est-ce qu'il va faire, alors imaginez un peu le gardien de but qui a tout visionné. C'est pas la première fois que Vergen tire un penalty dans ce côté-là. Ça a été tout. Là et surtout il le tire pas fort. Il faut rappeler que Ziyed était envoyé spécial durant la CAN 2019 en Égypte. Donc, oui, j'ai passé un mois entier. Voilà, il a une expertise globale et complète de cette compétition. De cette compétition, voilà. Donc voilà, je voulais juste revenir sur ce point. Donc Ferjani, franchement, c'était la déception peut-être de cette décennie pour moi, parce qu'on méritait vraiment une finale et que si on jouait l'Algérie, j'étais absolument certain qu'on allait gagner cette CAN-là. Bon, après, ça par contre, ça je sais pas. Tu sais, avec Dessy... Si, on est les bêtes noires de l'Algérie. Donc voilà. Je sais, mais moi je rejoins Ziyed totalement. Ouais, mais les gars, moi je suis pas aussi catégorique que vous. Et en fait, on a fait un parcours à l'italienne. En fait. 3 matchs nuls, et puis ça s'est enchaîné. C'est le parcours un peu de l'Italie 2006, un petit peu, je trouve. Exactement, c'est l'Italie 82 aussi, qui a entamé avec
qui a fait une très mal entame de la compétition. Mais en 2012 aussi, c'était pas. Qui aurait joué le rôle de Zidane justement en 2006 avec l'Algérie? C'est Bounjer ou Blaili qui serait sorti de ses gombes, hein? Bon, peut-être un salut à tous nos amis algériens. Hein. Ouais, oui. Mais je suis certain qu'on allait remporter cette CAN si on jouait la finale. Ça, c'est un avis personnel. On va revenir un peu sur le cas Khazri. Karim, t'en penses quoi un peu de son cas à Saint-Etienne? Moi, je rejoins totalement Sofiane sur le fait que, déjà, pour revenir un peu sur les chiffres, la saison dernière, il est impliqué sur 22 buts, toutes compétitions confondues. Grosse saison. C'est énorme. Grosse saison. Énorme saison. Cette saison, je crois qu'il en est à 6 buts et 4 passes, toutes compétitions confondues. Bon, c'est beaucoup moins, c'est pas catastrophique. C'est pas catastrophique, mais c'est beaucoup moins, ouais. Et tu le ressens sur les résultats de Saint-Etienne, d'ailleurs. On le ressent. Exactement. Et je crois qu'il était, d'ailleurs, Karim, il était blessé à un moment, pendant 2-3 mois. Il jouait plus. Il connaît deux grosses blessures cette saison. C'est une à la main en novembre, il me semble, où il est éloigné presque un mois, et une autre là en janvier où il commence à revenir très bien d'ailleurs. Je pense qu'il restait sur 3 buts en 2 matchs. Et il se reblesse pour 5 semaines. Ah ouais. Donc ouais, t'as ça, donc t'as les blessures. Un peu malchance entre guillemets. T'as le fait qu'il a pas de vacances, il revient de la CAN quand ses coéquipiers ont repris l'entraînement, lui il vient de finir la CAN. Et il y a en plus le départ de Gasset, comme vous avez dit. Ouais. Il y a Puel qui arrive, il lui fait pas confiance, il met des jeunes qui ont remporté la Gambardella, là, il les met à sa place. Abi notamment. Donc pour moi c'est un condensé de tout ça. Le joueur reste un très bon joueur. Oui, ça reste une valeur sorte de la Ligue 1 en tout cas. Ça reste une bonne valeur de la Ligue. Et du coup, pour moi, si demain il va à Grenade ou à Levante ou peu importe, pour moi il va s'éclater là-bas. Je vois pas, il y a pas de doute. J'espère, ce serait bien. De toute façon, je pense qu'on va revenir un peu sur Khazri, sur son actualité quand le Covid sera terminé, enfin entre guillemets terminé. De toute façon, d'ailleurs, on en a pas parlé dans le podcast, mais la Liga espagnole reprend aussi. C'est quoi la date déjà, Sofiane? C'est le 18, 12? Le 11 juin, ça va reprendre le derby andalou. Voilà, andalou de Séville. Oui, en plus, derby sévillan. Betis contre le FC Séville. Voilà. Et d'ailleurs aussi la Serie A italienne. Et aussi la série italienne qui reprend le 20 18. juin. Le 20, pardon. Ouais. 18, 20. Je sais pas pourquoi je mets toujours le 18, mais bon, c'est le 20 juin. Donc de toute façon, ce mois de juin là va être très sympa, hein, parce que tout va reprendre, quasiment tous les championnats, à part bien évidemment la France. Hein. Bon, ça je veux pas en parler parce que voilà, sinon on va rester longtemps dessus. Mais bon, tout le monde reprend sauf nous. Voilà, tout le monde reprend sauf nous. Mais comme l'a dit le journal L'équipe, comme des camps. Point. Ouais. Voilà, point d'interrogation. Voilà. Donc voilà pour Walid, ton avis sur Wabinho. Alors pour Wahbi, moi le profil, on est tous d'accord, on adore tous le profil de Wahbi. Il a un caractère bien trempé, Wahbi. C'est un Corse. Ouais, c'est un Corse. C'est un Corse, voilà, exactement. Et tunisien de surcroît. C'est un Corse et nord-africain en même temps. Imaginez un peu ça. Exactement. Voilà, le mix parfait. Ouais. Et dans sa carrière, souvent, quand il rebondit, il a besoin comme ça d'être un peu piqué dans son orgueil. Exactement, c'est vrai. Pour derrière revenir tout casser. Il y a eu l'histoire en équipe nationale. Oui. Quand on l'a trollé sur le ventre. Oui. Donc, malheureusement, ça revient un peu souvent, ça, ce troll au niveau de son hygiène de vie. Ouais, mais après derrière, il fait ses preuves. Il a comme besoin, je sais pas, il a besoin d'être piqué de temps en temps pour être au top de sa forme. Moi, par rapport à ce qu'a dit Sofiane, je suis d'accord sur la gestion. Khazri, c'est un peu particulier. Même si Claude Puel, quand même, c'est le coach qui a relancé complètement Ben Arfa. Et Ben Arfa avait annoncé qu'à Nice, Puel, c'était un deuxième papa pour lui. Donc, mais c'est un coach qui marche beaucoup à l'affect, en fait. Puel. Il aime bien aussi travailler avec les jeunes aussi. Ouais, il aime beaucoup travailler avec les jeunes. Après, c'est un coach côté qui a formateur. Entre guillemets, foufou. Et j'ai peur que pour Khazri, pour Wabi, au début, ça a été peut-être un peu compliqué. Peut-être que le message n'est pas passé dès le départ. Justement, deux personnalités, deux tempéraments très forts. Puel, il est connu Puel, depuis... il est très, très... Depuis qu'il était à Monaco, c'était un joueur au caractère bien trempé. Dans l'émission Le Vestiaire, qui est pas sur RMC Sport,
il recevait Claude Puel une fois, et il y avait Manuel Petit qui était là, qui l'a connu à Monaco, donc ils ont joué ensemble à l'ASM, et qui disait que Puel, dans les jeux, c'est-à-dire des petits taureaux qu'il faisait avant les matchs ou bien à l'entraînement et tout, c'était un gars, il était à fond, quoi. C'est-à-dire que c'est un mec qui était à 200%, qui détestait gagner. Mais tu le vois sur le banc. Hein. Tu le vois sur le banc qu'il a la rage à chaque fois. C'est très connu. Après, c'est très connu. Hein, c'est un coach qui est assez expressif. Exact, depuis Lille et tout. Donc, Kazri est un peu comme ça aussi. Kazri aime gagner. Oui. C'est un gars qui déteste perdre, quoi. C'est vraiment... Il y a eu des phrases que je me rappelle lors d'un Bordeaux-Lyon, à l'époque où il jouait à Bordeaux, où il a eu deux, trois petits mots assez forts envers le 4e arbitre. Il a toujours eu des petits problèmes avec les arbitres, parfois. Ouais, il a toujours été sanguin. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas un mec méchant, ça se voit qu'il est pas méchant, mais... C'est le match à Gabès contre la Mauritanie où il prend un rouge bêtement. Voilà, quoi. Bon, c'est un match amical, mais bon, quand même, ça dénote de son comportement sanguin, comme l'a dit au départ. Après, il faut tenir compte aussi de 2 paramètres, la situation du joueur et la situation du club. Aujourd'hui, on le voit clairement dans ce qui est annoncé au niveau de la presse sportive en France, c'est que l'AS Saint-Étienne souhaite dégraisser son effectif. Exactement. Et surtout sa masse salariale. Exactement. Et on sait que Wahbi, il est dans les plus ou moins 2,2 millions d'euros. C'est un gros salaire. Donc aujourd'hui, l'orientation, c'est de prendre des jeunes, notamment Aouchiche, voilà. Aouchiche. Mais après, pour Aouchiche, c'est pas vraiment un neuf, parce qu'on sait que maintenant, Kazri joue à ce rôle de neuf ou faux neuf. Aouchiche, c'est plus, on va dire, un ailier, un joueur offensif sur un côté, quoi. Donc, bon. Après, Aouchiche n'a pas l'expérience de la Ligue 1 que Kazri a, par exemple. Donc, je suis pas sûr que enlever Kazri pour mettre un jeune qui a fait quelques minutes en Coupe de France avec le PSG puisse tout de suite remplacer un joueur qui a de la bouteille, qui a montré ses preuves pendant plusieurs saisons, qui a planté des buts, des passes décisives contre des gros clubs en France, puisse tout de suite le remplacer au pied levé dans un club aussi mythique que Saint-Étienne. Donc, c'est un leader aussi, Wahbi. Hein. Oui, voilà, bien sûr. C'est un cadre de l'équipe. Hein. C'était un des cadres avec Perrin, avec d'autres joueurs de Saint-Étienne, Mvila, etc. Mais tous ces leaders-là... ce bon vieux Yann Mvila. Voilà, ils ont un peu... Oui, je sais de quoi tu vas parler à l'Inter. Tu vas parler de son passage à l'Inter. Non, mais même la petite virée avec Griezmann et Ben Yedder. Oui, ça, c'était il y a longtemps, ça. C'était en espoir. Voilà. Exactement. Donc voilà, je suis prêt, je suis pas sûr. Moi, pour construire un peu autour de cases... En tout cas, pour faire évoluer les jeunes de Saint-Étienne, j'aurais gardé Kazri quand même. Après, si au niveau financier, et en plus on a vu le classement de Saint-Étienne qui était au bord de la Ligue 2, peut-être qu'ils ont besoin d'alléger cette masse salariale qui leur fait tellement mal. Exactement. Voilà, donc est-ce qu'il y en a qui a encore un petit avis là-dessus avant qu'on passe sur le prochain sujet? Non, juste pour dire que Khazri a joué en Ligue 1 cette saison seulement 16 matchs. Il a marqué 3 buts et il a délivré 2 passes décisives. Contre l'année dernière, par contre, il a joué 32 matchs, il a marqué 13 buts, il a délivré 6 passes décisives. Donc voilà, avec les blessures et tout, donc on comprend un peu la situation de Santé et de Khazri cette saison. Voilà. D'ailleurs, on va passer au prochain sujet qui est lié. L'absence de joueurs tunisiens dans le trophée Marc-Vivien Foé, le trophée qui récompense le meilleur Africain évoluant en Ligue 1. Kazri, on aurait peut-être pu espérer au moins être nommé, pas forcément gagner ce trophée, mais au moins être nommé. Il n'est même pas nommé. D'ailleurs, aucun Tunisien n'est nommé. Ni Khaoui à Marseille, qui fait plutôt, on va dire, une bonne saison, même si il joue ce rôle de remplaçant, entre guillemets, qui rentre dans la rotation avec Villas-Boas. Kazri, qui a très peu joué, comme l'a dit, il l'a souligné Ziyed. On a qui encore comme Tunisien en Ligue 1 à part ces Dylan Brown. Exactement, Dylan Brown qui est venu au mercato d'hiver à Metz, qui fait des bons premiers matchs avec Saint-Étienne. Saint-Étienne, pardon, avec le FC Metz. Je suis un peu fatigué, désolé. Donc
qu'est-ce que vous en pensez un peu du fait qu'on ait 0 Tunisien dans ce trophée? Je vais prendre la parole. C'est bon. Vas-y, Walid, vas-y. En fait, je voulais juste enchaîner parce que si on regarde le palmarès de ce prix Marc-Vivien Fouet, paix à son âme, les deux dernières saisons, Wahabi Khazer était classé 2e en 2018 et en 2019. Et ben voilà, c'est ça. La saison en 2015, on avait André Ayou donc, qui a surclassé le classement et on avait Ayman Abdelnour 3e. Donc c'est les 3 seules années depuis la création du trophée en 2009 qu'on a des Tunisiens sur le podium. Cette année, on a 0 Tunisien nominé et c'est un peu normal. Ouais. Parce que de un, on n'a rien exporté entre-temps. On a le meilleur joueur de sa génération, Youssef Msekni, à 22 ans, il est parti au Qatar. Et pour le moment, on attend peut-être l'actuelle génération ou la prochaine génération pour avoir des petits joueurs qui soient capables d'être dans le haut niveau. Et pas aller en Arabie Saoudite et aller au Qatar, etc. Karim. Pour moi, c'est tout sauf une surprise qu'il n'y ait aucun Tunisien. En soi, personne ne pouvait prétendre. Peut-être Razli avec une saison pleine et encore. Quand tu vois la liste aujourd'hui, il n'y a pas trop de joueurs que tu peux enlever, quoi. Si ce n'est peut-être Mbaye Niang qui fait pas une saison énorme ou Andy Delors, mais ensuite, pour moi, ils méritent tous d'y être. Pour moi, le seul qui aurait pu prétendre, c'est peut-être Dylan Brown en faisant une saison pleine. Depuis qu'il est à Metz, on sait qu'il forme une charnière hyper solide avec John Boy, il me semble, le Ghanéen. Oui, exact. Les supporters sont contents de ses prestations. Je pense que c'est un super recrutement. Mais à part ça, pour moi, c'est logique. Il y a rien à dire là-dessus. C'est totalement logique. Malgré que Khaoui fait plutôt des bonnes petites entrées avec Marseille, mais malheureusement, tu peux pas le mettre dans ce classement-là vu qu'il délivre très peu de passes décisives et marque très peu de buts avec Marseille. C'est ça qui est un petit peu dommage avec Khaoui. Oui, il me semble que c'est d'ailleurs le joueur qui joue moins, qui a le moins de temps de jeu. Là. Même les Marley, Ake et tout ça, ils ont plus de temps de jeu. Oui, c'est vrai. Mais malgré tout, Villas-Boas est plutôt content de lui. Hein. Il a la confiance de Villas-Boas dans la rotation. C'est pas un joueur qui est complètement au placard. Il aurait pu le mettre complètement au placard et le prêter dans un petit club. C'est un brave minot, Kawi. Minot, il est là dans l'effectif. D'ailleurs, je pense qu'on va reparler bientôt de Kawi, de son avenir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il devrait rester à Marseille et faire la Champions League ou essayer de tenter un club un peu moins huppé et être titulaire et faire des saisons pleines, quoi. Ça sera une prochaine question pour un prochain podcast, j'espère. Ziad, vas-y. Je suis pas surpris, Khaled, franchement, et vous parlez de Khaoui. Donc, Khaoui a joué seulement 7 matchs cette saison. Il n'a été aucune fois titulaire. Je crois qu'il a été titulaire une fois. Je crois une fois, c'était en Coupe de France, je crois. Oui, si je dis pas de bêtises, c'est contre. Du moins, je parle de la Ligue 1, moi. D'accord, donc il était 7 fois remplaçant. Il n'a pas marqué de but et il n'a pas délivré de passe. Donc après, si on parle de joueurs tunisiens, peut-être les meilleurs, c'était l'année dernière, c'était Hadedi et c'était Naïm Slim. Oui, c'est vrai. Oui, les deux parties. Oui, donc Hadedi a été nominé, je pense, 6 ou 5 fois dans dans l'équipe type de la semaine en Ligue 1. Naïm Slim aussi a été nommé plusieurs fois. Donc voilà, sans trop de surprise, on n'a pas un joueur qui excelle en Ligue 1. Donc voilà. C'est vrai. Le seul, ça aurait été Kazri s'il aurait fait la même saison que l'année dernière. Oui, bien sûr. Malheureusement, voilà, la blessure. Malheureusement, pour les différentes raisons qu'on a évoquées, c'est tout sauf une surprise. Ok, je pense qu'on va passer au... l'a empêché de jouer plusieurs... Zied ? Oui, ça a coupé, pardon. Non, c'est bon, j'ai terminé. Ah, c'est bon. Ok, très bien. Oui. Je pense qu'on va passer au prochain et dernier sujet, le retour du championnat turc, où on a énormément de joueurs tunisiens qui évoluent là-bas. On a Montassa Talbi, on a nos 2 Tunisiens à Kassim Passa, Meria et Haddadi. On a aussi Ben Youssef qui joue où d'ailleurs? J'ai un peu oublié. Denizli Sport. Denizli Sport, voilà, exactement. Vu qu'on a Karim avec nous, Karim, qu'est-ce que tu en penses un peu du retour du championnat turc? Un des premiers championnats qui a été annoncé qu'elle allait reprendre, même s'ils ont mis beaucoup de temps à l'annoncer. C'est un des premiers grands championnats, entre guillemets, européens qui a annoncé très rapidement la reprise avec au moins 3 mois d'avance. C'est vrai, ouais.
Moi, j'ai hâte surtout de voir l'état de forme de nos joueurs, de nos internationaux. Ouais. Je me fais pas trop de soucis pour Haddezi de ce côté-là. Je pense que c'est un joueur avec un gros bagage physique. Il est impressionnant. Oui. D'ailleurs, il est arrivé, juste, je te coupe, Karim. Ouais, pardon, il est arrivé en boulet de canon à Kassim Passa. Il est arrivé direct, je crois, il a fait 3-4 passes décisives direct, quoi. Il a pas, l'adaptation a été assez rapide pour Haddadi. Exact, il s'est tout de suite imposé. Ouais. C'est sa force, d'ailleurs, de s'adapter rapidement dans un. Exactement. À Dijon, c'était le cas aussi. C'est vrai. Pour l'avoir vu de mes propres yeux, etc., c'est un gars caméléon, en fait. Hein. C'est-à-dire que n'importe où dans le monde, tu le mets, il va s'adapter rapidement. Il parle déjà anglais. C'est un bon joueur. C'est un très bon joueur que j'aime bien aussi. J'aime beaucoup. D'ailleurs, de toute façon, dans le côté gauche de la sélection tunisienne, on est bien servi du côté gauche. C'est ça. Du coup, t'as lui, t'as aussi Meria avec Kassim Pacha. Et surtout, moi, celui que j'ai hâte de revoir, c'est Montassar Talbi qui pour moi est le joueur qui a actuellement l'une des meilleures courbes de progression, disons. C'est vraiment un profil hyper intéressant. Exactement. C'est vraiment un profil hyper intéressant. Que ce soit, il progresse beaucoup aussi dans la relance. Il progresse beaucoup également. On a vu quelques séquences où il se met un peu à tacler. Il commence à être dur sur l'homme. Donc pour moi, il commence à un peu étoffer son profil. C'est un joueur à suivre de très très près. C'est aussi un très jeune joueur. Hein. Il me semble qu'il a 22 ans, un truc 22, comme ça. Exactement. Je crois que c'est 22, ouais. Ouais, 22 ans. Donc pour moi, c'est la promesse à ce poste-là pour nous, quoi. Il y a pas de souci là-dessus. C'est le futur. Juste pour rebondir avec Karim. Donc Montassar Talbi a joué 19 matchs, disputé 19 matchs, c'est-à-dire tous les matchs de club avec Récé Sport. Pardon. Oui, voilà. Il a été titulaire 19. Donc c'est bien. C'est bien. On lui souhaite beaucoup de réussite parce que, comme l'a dit Karim, moi aussi, il m'a vraiment étonné. Montassar Talbi, il est en train de progresser, mais faire un pas vraiment extraordinaire. Donc voilà, j'espère qu'il va continuer sur cette courbe-là et qu'il va peut-être rejoindre la Ligue 1 et être nominé l'année prochaine dans le trophée. Voilà. Mais pas la charrue avant les bœufs, Zied. Mais pas de la charrue avant les bœufs. Bien sûr, chaque chose en son temps. On espère toujours et on souhaite différents championnats. Petite coupure avec Zied. Petite coupure. Karim, termine sur tes joueurs. Sur les joueurs du championnat. Et du coup, et après, il nous restait le vétéran Siem Youssef. Oui. Qui, avec toute son expérience, il me semble qu'il est aussi titulaire avec Denizli Lispor. Oui. Donc à voir. Il a une bonne cote en Turquie, Ben Youssef. Hein. Il conserve une bonne cote en Turquie, ouais. C'est son expérience parle pour lui. Donc à voir aussi comment il revient. Mais ce sera intéressant en tout cas de suivre ce quatuor. Malheureusement, il n'y a plus Charlet, Linia Abdenour. Oui. Bon, ça. D'ailleurs, on peut parler très rapidement de Charlet qui fait un peu l'actualité en ce moment. Walid, vu qu'il y aurait des rumeurs comme quoi il voudrait revenir à l'Espérance très rapidement, apparemment ça serait faux. Oui, l'information a beaucoup circulé depuis qu'on a appris que Charlet avait résilié son contrat suite à un salaire non perçu. Donc l'info a beaucoup circulé, il y a eu des sondages en Tunisie, êtes-vous pour ou contre le retour de ce joueur? Et beaucoup de spéculations, beaucoup d'analyses. C'est comme l'histoire de la tasse, beaucoup d'opinions et très peu de faits. Il semblerait, selon les sources de Tashkila, que le joueur serait parti pour rester en Turquie. D'accord. En attendant d'avoir plus d'éléments. Pour le moment, le retour à l'Espérance est un peu improbable pour le moment. D'accord, très bien. De toute façon, je pense qu'on va en reparler du cas Chalet dans les prochains podcasts aussi, qui est international et qui malheureusement n'a pas, dont l'aventure turque a tourné un peu court. Sofiane, vas-y. Non, moi sur le cas de nos Tunisiens en Super League turque, qui est un bon championnat, pour nos joueurs. Hein. C'est un bon championnat d'ailleurs.
Bon, on en a déjà parlé en off, Khaled, mais si on aurait un peu plus de joueurs qui jouent là-bas, ça serait déjà plus bénéfique pour notre sélection. Bah, il y avait un moment, on en avait 6, hein. Alors, il y avait un moment, on avait 6 Tunisiens dans le championnat turc. Le petit souci, c'est que tout à l'heure, je regardais le classement du championnat, c'est que nos joueurs sont dans la seconde partie du tableau. Et j'aimerais bien avoir des joueurs qui jouent, par exemple, à l'Amiaspor, voilà, des clubs comme ça, Başakşehir, pardon, des clubs comme ça qui sont pas les trois gros, mais qui sont des équipes qui Trabzonspor, qui sont, voilà, qui font des bons championnats. Bon, Trabzon, cette année, fait un très bon championnat, mais voilà. Qui ont une certaine compétitivité, on va dire, Europa League régulière, qui permettront à nos joueurs de progresser sur tous les plans. Sur nos joueurs, sur Montassar Talbi, je crois que Montassar Talbi, ça a été la plus grosse surprise, on va dire, pour nous tous, parce que faut pas oublier comment il est sorti, on va dire, de l'Espérance. Il est sorti par la petite porte. Et beaucoup de supporters de l'Espérance n'avaient pas trop compris ce choix de quitter l'Espérance jeune, on va dire, qu'il a été formé au club. Je crois que Zied et Walid me confirmeront que ça a été mal compris par une partie de la courbe sud, on va dire, de Tunis, ce choix. Mais en tout cas, il s'avère que ce choix est payant à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, bon, Montassar a énormément progressé. C'est-à-dire que je me rappelle qu'il y avait eu un match amical en septembre 2018, je ne sais pas si vous vous souvenez, entre l'Italie et la Tunisie, les Espoirs. Et Talbi était titulaire, justement, avec Jasser Khmiri. Et Talbi avait fait une grosse boulette, vraiment, et a amené le but italien, je crois, de Moïskine, d'ailleurs, il me semble. Voilà, ça a vérifié sur YouTube. Et je pense que, justement, le fait d'aller en Turquie, le fait, entre guillemets, de sortir de son confort, on va dire, parce qu'à Tunis, dans son confort, etc. Bon, lui, ce n'est pas un gars de Tunis de base, hein, c'est un gars de Paris. Hein. D'accord. C'est un gars des Lilas, voilà. D'accord, ok. Dans le 93. D'ailleurs, il a joué dans le même club il a commencé ensemble dans le même club que Jean-Claire Todibo, un ami de notre cher The Great, qui l'apprécie fortement, qui voudrait voir s'il y a les... Bref, c'est une parenthèse refermée. Et ils ont joué ensemble, voilà. Et après, il allé à l'Espérance, genre, voilà, à l'âge de 13-14 ans, et après, il a continué sa formation là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est qu'il y a eu une réelle progression de Montassar Talbi, qui s'est imposé comme titulaire, qui a enchaîné les matchs. C'est ce qu'on voulait, c'est-à-dire c'est ce qu'on attendait de ce joueur. On voulait qu'il joue. Et souvent, avec Khaled, on a souvent, par exemple, avec plein d'autres joueurs tunisiens qui ne jouent pas, qui sont sur le banc, etc., on aime bien leur dire, on aimerait bien qu'ils aient une trajectoire un peu comme ça, c'est-à-dire aller dans des clubs moins UP, dans un club où il y a un environnement assez sain, et leur permettre de progresser, de prendre leur envol petit à petit, de prendre les étapes les unes après les autres. Et moi, je trouve qu'en tout cas, Montassar Talbi est en train de faire ça, et c'est tout à son honneur, et j'espère, je fonde en lui de grands espoirs pour l'avenir. Ensuite, les autres joueurs qu'il y a, donc on a Siem Ben Youssef, donc voilà, le vétéran, un peu entre guillemets, bien sûr, hein, de Denizli Sport. Bon, je pense que il avait quitté Kassim Passa un peu en jouant plus trop, en fait, il jouait quasiment plus. Oui, il jouait plus trop. Ouais. Il est allé voilà, dans un club qui est 10e à l'heure actuelle, il me semble, au classement. C'est un très bon choix. Je pense que Siam est un joueur, pour moi, qui a le niveau Ligue 2 française facile. Voilà, même on va dire qui lutte pour le maintien aussi en Ligue 1, je pense qu'il a sa place facilement. Voilà, il aime bien la Turquie. Je pense que c'est un pays qu'il apprécie maintenant. Il aime bien y vivre. Et il est bien là-bas. Donc, c'est dans ta continuité, quoi. Il reste dans sa logique, quoi. Après, le troisième, c'est qui? J'ai un petit trou. T'as Haddad et Meriah. Voilà, Haddad et Meriah. Donc là, bon, Haddad, je pense qu'on va s'abstenir de ton avis. Hein. Non, on le connaît tous. Parce que c'était l'ancien capitaine du club africain. Ouais, non, mais Oussem. Grand capitaine. Voilà, Oussem. Nino, comme on l'a. Nino. Donc, voilà, exact. Nino Haddad. Qui est d'ailleurs marié avec une Turque, d'ailleurs. Une Turque, exact. Oui. Marié avec une Turque, mais ça s'est pas fait par rapport à ça, par Kassim Passa. C'est différent. Puis elle avait dit dans une interview que sa femme dit à Khobar, donc quoi, là-bas, dans cette province là-bas, et que voilà, qu'au final, c'est lui qui a voulu quitter, en fait, pour des raisons sportives et à être prêté.
D'ailleurs, il a un prêt de 18 mois, je crois, en plus. Hein. Oui, exact. C'est Itifer qui... Donc, du coup, je trouve qu'en tout cas, c'est bien de... Il a corrigé son erreur d'aller à Itifer, donc en tout cas, ça me plaît. Par contre, sur Meriah, c'est là où je vais être un peu plus... Dur. Dur. Yassine Meriah, quand il quitte le CSS, c'est-à-dire qu'il a des offres d'Arabie Saoudite et compagnie, tout et quitte le CSS comme étant un joueur international, comme étant dans un grand club tunisien, comme étant un des meilleurs joueurs du championnat à son poste, si ce n'est le meilleur, et il quitte le championnat et il va dans un grand club. Qu'on le veuille ou non, l'Olympiakos c'est un grand club européen, les amis, qui participe régulièrement à la Ligue des Champions, etc., etc. Il va dans une institution en Grèce. Donc voilà. Pour moi, c'est le plus grand club grec. Pour moi, tu vas te faire des ennemis là. Il y a des gars qui sont fans du Panathinaikos. Oui, mais Panathinaikos, j'aime bien aussi, mais je pense que l'Olympiakos c'est vraiment le plus grand club. Oui, bon après il y a débat. Après, voilà. Parenthèse terminée. Et Yassine Meriah va à l'Olympiakos. Du coup, ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire que ce qu'on attend de lui à l'Olympiakos, on attendait de le voir en Ligue des Champions. Ok, on a eu des réserves. On a vu. Malheureusement, on a vu. On a eu des réserves et on a tous regardé les matchs en Ligue des Champions. Parce que là, toutes les personnes qui sont là sur le podcast ont vu les matchs de Meriah en Ligue des Champions parce que c'était notre seul représentant tunisien en Ligue des Champions. Donc, on a vu ses points forts et ses points faibles. Sauf que le problème, c'est qu'en Ligue des Champions, c'est le haut niveau en termes de club. C'est la plus grosse compétition de club au monde, faut dire la vérité. C'est le plus haut niveau. Et ça a mis en exergue ces lacunes flagrantes. Et ça a mis en exergue le fait qu'il n'ait pas été formé en tant que défenseur central et qu'il a été formé en tant que 10. D'accord ? Donc, on a vu une sorte de passivité et une sorte de suffisance dans les moments forts. C'est-à-dire que contre Tottenham, par exemple, je prends l'exemple Tottenham parce que c'est l'exemple le plus fameux. Ça, c'est bizarre, j'ai pensé au même exemple moi aussi. Ouais, je crois on a tous pensé à ça, je crois. D'accord. À Tottenham, tu vois, ou même le Bayern. Le Bayern, ils ont joué contre le Bayern, hein, l'Olympiakos en Champions League cette année. Ouais, voilà. Ouais. Contre le Bayern, c'est-à-dire que quand t'as Harry Kane, Lewandowski, Gnabry, Lucas Moura, des joueurs qui sont là pour te tuer, Dele Alli. Dele Alli, voilà. Ces joueurs-là, des joueurs qui sont là pour tuer, pour mentalement manger le défenseur qui est en face. Ouais. On a vu que Semedo... Je pense que Kane aussi a revu, et c'est un peu la revanche de la Coupe du Monde aussi. Je pense que Meriah et Kane, c'est un peu les retrouvailles. Le problème, c'est tout à l'heure, je parlais de Kazri au niveau de clutch dans les matchs importants. Ouais. Meriah, faudra qu'on se penche un jour dans un podcast qu'on en parle, et je pense que Walid connaît les choses mieux que moi au niveau mental sur ce point de vue-là. Meriah a un réel problème dans les gros matchs en jeu. C'est-à-dire que ça soit contre la Belgique ou que ce soit en Coupe du Monde, etc., il a un réel problème. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore... Enfin, c'est le haut niveau, mon frère, aussi. Oui, mais il n'a pas encore, quand il arrive à l'Olympiakos, il n'avait pas encore fini son apprentissage. C'est vrai. C'est normal, Sofiane, c'est normal. En fait, tu joues contre les stars du football mondial. Donc, bien entendu. À un certain moment, on ne peut pas être aussi coriace avec lui. Non, mais je pense que Ziad, là où Sofiane pointe du doigt, c'est au moins mentalement, sois prêt. Encore que physiquement, techniquement et dans ton placement, t'es peut-être pas juste, ok, ça y a pas de souci. Mais au moins mentalement, c'est peut-être le seul point où il aurait pu montrer mais ça, en fait, ça s'apprend. Je sais pas si vous... Oui, ça s'apprend. Ou pas. Après, je vais prendre le cas de Abdenour. Il est allé au le premier match qu'il a joué, il a joué contre le Bayern. Il avait Adrien Robben en face. 20 minutes de jeu et hop, il est remplacé. Bien sûr, ça se comprend tout à fait. Mais voilà, exactement. Ce que je te dis, Ziad, c'est que Meriah, il est arrivé en quelle année, Meriah, à l'Olympiakos? C'était il y a 2-3 ans. Il y a 2 ans. Il est arrivé l'année dernière. Il a fait une année en Europa League l'année dernière quand ils ont joué contre le Milan. Voilà, c'est sa deuxième année. Ouais. Voilà, c'est sa deuxième année. Sauf que ça, tu le fais la première année. Il a fait des boulettes la première année qui sont réitérées la deuxième année. Et les supporters, ils n'ont plus été patients. Ils l'ont eu dans le viseur. Tu peux checker, d'ailleurs, le compte Olympiakos FR. D'ailleurs, un des Oui, je me rappelle que The Grit a... The Grit, ouais. Exact. The Grit a un peu troll, etc. Il n'y a que The Grit qui connaît ses comptes. C'est vrai, ouais. Mais un des administrateurs de Olympiakos.fr, que je salue d'ailleurs,
Hassan, donc gros salam à toi, mon frère, qui est tunisien, donc en l'occurrence, et il a été vraiment objectif sur ça. C'est-à-dire que il y a eu des matchs que l'année dernière, il y a eu des erreurs qui ont été faites, mais là cette année, il a fait des erreurs dans les gros matchs. C'est-à-dire, il a fait des erreurs dans le derby contre le Pana, il a fait des erreurs en Champions League. Ce sont des matchs qui, pour les supporters de l'Olympiakos, ça ne pardonne pas. Tu n'as pas à faire des erreurs dans ces matchs-là. Sachant que l'Olympiakos jouait très bien. Et jouait très bien, et il y avait le jeu qui était assez intéressant. C'est pas comme s'il y avait 5-0 au bout de 20 minutes de jeu, quoi. C'était vraiment dans les moments, c'est justement c'est ça. Et c'est intéressant d'avoir l'avis de Walid justement sur ça, parce que de voir en fait le niveau mental de nos joueurs. Ouais. Le niveau mental de nos joueurs. Et ça a toujours été un problème aussi chez nous. Hein. Mais c'est pas que Meria, il y en a eu plein de joueurs comme ça. C'est des choses dont on parle depuis 20 ans, 10 ans même. À part 2004, dans différentes compétitions en Tunisie, voilà. Écoutez, on pêche dans le juste mental. un instant les gars, juste. En fait, l'équipe nationale n'est pas en confiance. C'est pour ça. En 2004, on était en confiance. On jouait devant notre public. On a été champion d'Afrique. Et puis, on allait jouer la Coupe des Confédérations contre l'Argentine, contre l'Allemagne. Il y avait un groupe solide. Il y avait des joueurs qui ont joué. Qui jouent en Europe. Ils jouent en Europe et dans des bons clubs en plus. Ils étaient les meilleurs et qu'on considère comme des héros et les meilleurs de leur génération et peut-être les meilleurs depuis 78. On en reparlera dans le podcast. Il y aura un podcast Ziad sur 2004. Tant mieux. C'est un peu de teasing, un petit teasing. Voilà. Je sens qu'il va être très 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 chaud. Je sens qu'il va être très 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 chaud parce que l'émotionnel va prendre le dessus sur beaucoup de choses. Allez, on va parler émotionnellement et footballistiquement. Donc. Exactement. Mais voilà, donc pour Meria, voilà. Je ne sais pas si je peux ajouter un tout petit point par rapport à Meria. Vas-y, Walid. Je te remercie, Sofiane. Tu as été vraiment très complet. Moi, ce qui me manque un petit détail par rapport au parcours, c'est que ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que Meria, à un moment, il allait être transféré au Qatar, mais le joueur a refusé. Le joueur a entamé un vrai bras de fer. Oui. Avec le bureau directeur de l'époque, je crois c'était Khmerhem aussi. Il a repris les entraînements, il a dit moi je reste là, je m'entraîne avec vous, je suis professionnel, mais j'ai pas envie d'aller au Qatar et je serai ici, je continue à m'entraîner même si je joue pas. Ça, c'est un détail qui a fait que j'ai regardé le joueur autrement. C'est vrai, il a un bagage technique intéressant, il a joué milieu de terrain. Après, il vient de loin. De très loin, c'est il vient de très loin, il a arrêté un an le foot, il vient d'Arienne. C'est ça, exact. Voilà, donc comme un gars d'un quartier populaire, tout ça. Voilà. Ouais, deuxième point aussi qui montre que le joueur est complètement en phase d'apprentissage, mais malheureusement, c'est des détails qui auraient dû être faits pendant sa formation. Il a raconté dans une interview que le premier jour d'entraînement à l'Olympiakos, il est venu en retard. D'accord. Ça commence mal. Il voulait contacter le club, mais il savait pas parler la langue, il savait pas parler anglais. Oui. Il est arrivé en taxi, voilà, il est arrivé en taxi. Il savait pas comment lui dire l'Olympiakos. Comment lui dire, etc. Et tu vois, ça, tu pars à 24 ans. Il a quel âge, Meriah? Il est parti à 24 ans. Alors, Meriah, je vais te dire ça. 94, il me semble, ou 95, je sais plus. Voilà, donc. C'est à 93, 26 ans. Il a mon âge. Voilà, il est parti vers l'âge de 23 à 24 ans. Et c'est des choses. Comment contacter ton club? Comment, je sais pas. Je sais pas, t'as Google, t'as tout ce qu'il faut pour. Mais ça, surtout les amis. Après, bref, ça c'est autre chose. Quoi. On parle pas du club de quartier, quoi. On parle de l'Olympiakos, quoi. Voilà, mais après, c'est des détails, les gars, que quand tu apprends très jeune dans ta formation, ton rapport avec les médias, ta planification, comment tu fixes tes objectifs, comment tu te prépares mentalement. Et là, on voit le joueur tunisien, beaucoup de difficultés à appréhender même les entraînements. On pense que la préparation mentale, c'est pour les gros matchs, alors que non, comment tu planifies tes objectifs, dans la vie de tous les jours aussi. C'est tes entraînements. Les entraînements, c'est très intense au niveau européen. Vous avez parlé du très haut niveau. Et le joueur qui n'est pas préparé pour ça, il a forcément des difficultés. Aujourd'hui, Meriah, je vois, il a la bonne attitude. C'est quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie. C'est un bosseur. Oui. Mais même s'il lui manque, je pense, un peu de consistance physique, il peut travailler davantage son physique.
Mais voilà, après, moi je dis, il a raté 4-5 ans de formation. S'il avait été formé correctement, on aurait peut-être vu un meilleur rendement. Voilà mon avis sur Meriah. Ok, Walid, parfait. Bon, je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon sur la reprise du championnat turc avec nos Tunisiens. On va s'arrêter là pour le podcast. Ça a été un podcast très riche. On a débattu de plein de sujets très intéressants. Je vais vous laisser chacun un petit mot de la fin, très rapide. Si vous n'avez pas de mot de la fin, c'est pas grave. Ça sera pour un prochain podcast. Sofiane, vas-y, tu commences. Alors moi, aujourd'hui, la dernière fois, je vous parlais de Socrates, donc à son âme, le docteur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de... on va rester en Amérique du Sud et je vais vous parler du tournoi de qualification. Bizarrement. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai une grosse passion pour ce continent et son football. Et on va parler du tournoi en fait de qualification à la Coupe du Monde U20 de 1977. Et c'est une compétition, on va focaliser sur l'Argentine. L'Argentine qui à cette époque a un jeune talent énorme qui a 16 ans et qui déjà commence à parler Diego surclassé. Exact, c'est Diego. Ah. Et comment oui. Et je savais que ça allait vous plaire. Et qui va être titulaire dans cette équipe d'Argentine, qui marquera des buts, justement, contre le Pérou. Il marquera un but. Mais bon, l'Argentine ne va pas arriver à se qualifier. Donc, lors de ce tournoi, terminera classé 6e. Donc, c'est les 3 premiers qui vont se qualifier. Donc, ça sera l'Uruguay, le Brésil et cette Coupe du Monde U20 de 1977, qui sera la première de l'histoire créée, qui a une compétition officielle, qui est créée par la FIFA, a été organisée en Tunisie. Et ça aurait été l'occasion... Donc Diego est venu en Tunisie en premier. Non, il n'est pas venu en Tunisie à ce moment-là. Mais, ah non non, il n'est pas venu parce qu'ils sont... Ah, oui, c'est vrai, ils sont pas qualifiés. Il faut suivre. Ouais, excuse-moi, je suis en train de faire autre chose, désolé. Je sais quand on parle de Diego, c'est démesuré pour toi. J'étais pas encore né, c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Moi non plus. C'est ça, exactement. ça doit être ça. Et donc, du coup, l'Argentine ne participera pas à ce premier mondial U20 en 1977 en Tunisie, mais elle participera au mondial U20 2 ans plus tard, qu'elle gagnera et elle sera entraînée par El Flaco, César Luis Menotti. Donc, l'entraîneur qui a été qui a été champion du monde en 78 également. Et il chapeautera, on va dire, en même temps les U20. Et dans cette équipe, il y aura en l'occurrence Ramon Diaz qui était joueur à l'époque, qui deviendra entraîneur de River Plate, Pyramids FC aussi un peu plus tard. Et aussi Diego qui sera élu meilleur joueur de la compétition. Et voilà, donc c'était pour le petit clin d'œil par rapport à l'organisation de la Coupe du Monde du vin en Tunisie et le rapport avec Diego un peu lointain, on va dire, pour la Tunisie. Voilà. Parfait, Sofiane. Walid, est-ce que tu as un mot pour la fin? Ouais, j'ai pensé à un truc. En début de podcast, on parlait de Wissam Bousnine, le fils de Nourdine Bousnine, l'ancien défenseur de l'Espérance. Pour rester dans le rapport père-fils, je voudrais conclure sur le geste fort aujourd'hui fait par Marcus Thuram, le fils du défenseur Lilian Thuram, qui a rendu hommage à George Floyd en inscrivant un but aujourd'hui avec le Borussia Mönchengladbach. Et à travers ce geste-là, c'est un signe contre le racisme et l'injustice, non seulement aux États-Unis. D'ailleurs, il y a aussi Sancho aussi qui a fait un... Voilà, avec son maillot, avec son t-shirt en dessous du maillot. Ouais. Malheureusement, malheureusement pour ça, la Bundesliga va très certainement punir ces joueurs-là. C'est dommage. Bon, ça c'est un autre débat. Je suis pas d'accord sur ça, mais bon. Et Walid, tu sais que Marcus Thuram, Lilian a donné le prénom Marcus en hommage à Marcus Garvey, qui était un ancien penseur à l'époque aux États-Unis contre la ségrégation et contre le racisme à l'époque aux États-Unis. Super anecdote. Non, je l'apprends de toi. Merci beaucoup. Oui, exactement. Merci. Je vous conseille tous le livre de Lilian Thuram, Les Étoiles Noires, qui est un réel très bon bouquin qui permet de comprendre, on va dire, les combats de Lilian Thuram. Voilà. Ok, donc c'était pour moi le message, le rapport père-fils.
peut-être que Wissam Bousnine fera un hommage aussi dans les prochains jours. Pourquoi pas. Peut-être. Karim, notre invité ce soir. Écoute, j'ai pas d'anecdote aussi croustillante que celle de Sofiane, malheureusement. Non, mais je sais pas, une humeur par rapport au foot tunisien ou même à la Tunisie. Non, écoute, le foot tunisien, je suis quand même assez pessimiste comme nous tous, je pense. Malheureusement. Après, écoute, je pense que le potentiel est là. Malheureusement, il n'y a que le potentiel. Il n'y a aucune structure aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est ce qui manque et faut déjà réguler tous ces problèmes financiers, etc., pour pouvoir avancer. Exactement. Donc malheureusement, on espère qu'un jour on arrivera à exporter nos joueurs, réguler nos clubs, à les structurer, etc. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Peut-être exactement. Un jour on deviendra le Nigeria. On prendra exemple sur le Nigeria, on exportera des joueurs un peu partout sur le continent et en Europe, peut-être. Bon. Écoute, on en reparlera dans un prochain podcast de ce cas-là, du Nigeria et de ces pays d'Afrique noire. Exactement. Et juste pour revenir, du coup, pour moi, ça rejoint exactement ce que vous disiez sur Meriah, sur les problèmes au niveau mental. Pour moi, c'est propre à tous les joueurs tunisiens aujourd'hui. Il n'y a pas de formation. Pour moi, ils arrivent, ils sont tétanisés parce qu'il n'y a pas de formation. On en a parlé, Karim, on en a parlé avec Walid lors du dernier podcast, comme quoi on n'a pas de préparateur mental et qu'on n'en fait pas vraiment une priorité. Ouais, c'est ça, exactement. Pour moi, c'est un gros problème aussi. C'est important. Évidemment. Eh ben, écoute, je te remercie, Karim. Zied, un petit dernier mot pour conclure. Et moi, j'ai un petit dernier mot aussi. Pour conclure, je voulais parler un peu du retour de la Première Ligue. Ça sera le 17 juin. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai. Oui, il y a une question qui me tracasse, c'est que comment le football anglais va être sans les supporters. On sait tous que les stades anglais sont toujours pleins. Alors là, je me demande comment ils vont faire les joueurs avec nouvelle ambiance, et d'ailleurs même dans les villes, hein, imaginez si Liverpool joue, les pubs en Angleterre, plutôt à Liverpool, ils seront complets. Donc comment l'Angleterre va s'en sortir face au retour du football? Toi, t'aimes bien te soucier des situations de pub. Moi, je me soucie du public, hein, parce que je suis un supporter. Non, mais c'est vrai qu'il a raison, Zied. Après, c'est vrai que je pense que de toute façon, la Première Ligue va devoir s'adapter à ce nouveau cadre de jouer à huis clous, malheureusement. Ça va être compliqué. De toute façon, maintenant, on est habitué avec l'Allemagne qui a déjà fait trois journées de reprise de la Bundesliga. La Série va reprendre comme ça. L'Espagne aussi, donc malheureusement. Ça serait pire en Angleterre parce qu'on est tous fans de la Première Ligue et on regarde la Première Ligue plus que la Bundesliga. Donc ça va être vraiment très très bizarre et on va sentir le manque de supporters, surtout en Première Ligue. Et surtout espérons-le pour Jürgen Klopp et ses hommes et pour les Reds d'une victoire de Liverpool sans public après 30 ans. C'est vrai. Mais aussi la Championship, il y a Leeds qui joue la montée. Donc, imaginez un peu Leeds sans public. Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation sur le retour du football en Angleterre. On verra bien ce qui va se passer. Ok, Zied, très très bien. Moi, je vais donner mon mot de la fin. Je viens de voir le calendrier de reprise du championnat tunisien. On va faire 7 journées en un mois. Alors, 2 août, 9 août, 12 août, 16 août, 19, 26 et 30 août. C'est un rythme assez complètement fou de mettre autant de journées dans un seul mois, plus le mois d'août qui est assez meurtrier en termes de chaleur fait Tunis. Et on aura les 3 dernières journées au mois de septembre, le 13, le 16 et le 20. Et la Super Coupe de Tunisie, c'est le 27 septembre entre Taraji ou CSS. Donc ça m'inquiète un peu de mettre autant de matchs dans ce mois d'août qui est très très fort en chaleur. On en a parlé dans le précédent podcast avec les fortes chaleurs dans le sud de la Tunisie. Je suis un peu inquiet par rapport au calendrier qui a l'air un peu démentiel. Voilà, je sais pas si vous avez un avis très rapide là-dessus. Mais non, juste que les températures elles sont très 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 élevées dans tout le pays, hein. Comme à Bizerte, comme à Ben Garden. Donc c'est vrai. Tout le monde va souffrir de cette chaleur. Hein. Moi, je pense que
moi, je pense qu'il faudra un jour parler de ça, de ce rapport-là qu'ont les instances sportives en Tunisie avec la chaleur. À un moment donné, la Tunisie, c'est un pays avec un climat qui est très chaud, d'accord? À un moment donné, il faut que nos infrastructures soient en adéquation avec le climat que l'on vit. D'ailleurs, Sofiane, juste je te coupe, mais moi, en plus j'ai vu une news comme quoi ils sont en train de la FTF en train de superviser les systèmes d'éclairage de plusieurs stades. Je pense qu'il y aura beaucoup de matchs qui vont se jouer la nuit. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Okay. Bah, c'est une bonne chose déjà, ça. C'est une bonne chose. J'ai vu la news tout à l'heure, donc il faut le préciser. Donc il y aura peut-être plusieurs matchs qui vont se jouer la nuit. On avait posé cette question en suspens dans les précédents podcasts. Je sais pas si tu te rappelles. Et c'est déjà une bonne chose qui se pose la question eux-mêmes. C'est déjà une bonne chose. Donc voilà. Voilà. Parfait les amis, parfait. Donc c'est là-dessus qu'on termine ce podcast. Un grand merci à vous tous, Sofiane, Walid, notre invité Karim. Karim, t'es le bienvenu, hein, bien évidemment, quand tu pourras être disponible pour qu'on reparle un peu de l'équipe nationale. T'es le bienvenu, frérot. Avec grand plaisir. Merci beaucoup les gars. Voilà, on a trouvé ta participation vraiment très 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 bonne. Merci. Zied aussi, merci beaucoup. Je voulais aussi vous dire la nouvelle devise du podcast. Par les passionnés, pour les passionnés, n'est-ce pas mon petit Sofiane? Voilà, c'est là. Aussi, on a de plus en plus de nouvelles plateformes de streaming où vous pourrez écouter votre podcast, Deezer, Pocket Cast, qui a l'air, qui est vraiment une bonne application, qui est vraiment pas mal. Donc on est dorénavant là-dessus. Bientôt, Inch'Allah, si Dieu le veut, on sera bientôt sur Apple Podcast. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écouter leur podcast sur leurs iPhones, leur iPad. Je fais le maximum pour pousser Apple à vite valider notre podcast sur leur librairie, sur leur bibliothèque. Je donne rendez-vous à très 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 bientôt pour un prochain podcast, soit sur un podcast à thème ou soit sur l'actu du football tunisien et du sport en général. Je vous kiffe tous. Salam alaikum et à bientôt. Ciao ciao.